Une araignée qui plonge dans la toile du multivers et un mec qui distingue toujours pas si on est dans une simulation ou dans la réalité. C'est Allociné l'émission et aujourd'hui on va faire un gros débrief de Spider-Man 4, 3 et de Matrix 4. On va y arriver. Bonne année à tous bien sûr et à toutes. Juste un petit mot. On est remis nos masques par mesure de sécurité. Vous inquiétez pas et si vous nous entendez gratouiller, dites-le sur le chat et on corrigera ça tout de suite. Une émission un petit peu spéciale puisque c'est la première de l'année et j'ai le plaisir d'accueillir pour ça sur le plateau le rédacteur en chef d'Allociné, Yoann Sardé. Comment ça va Yoann ? Mais ça va très bien, meilleurs vœux et ravi de vous retrouver pour ce nouveau tunnel qui va nous emmener jusqu'à quoi ? Jusqu'à juillet ? Jusqu'à fin juin, mi-juillet. Mi-juillet, voilà. C'est ça, ouais. C'est puis une vaste année de cinéma, beaucoup de choses de prévues en série aussi. On fera un gros preview la semaine prochaine. C'est ça. Voilà, mais il y a pas mal de grosses attentes quand même cette année. Et on va avoir une année complète de cinéma surtout. Il n'y a pas eu de fermeture des salles pour l'instant. Donc on va avoir une année complète de cinoche et ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas connu ça. Et donc normalement une année plutôt positive. Il y a des grosses sorties, des gros blockbusters qui sont attendus. Donc voilà, une belle année cinéma. Toujours justement du même côté du plateau. Bonjour. Du meilleur côté. On l'appelle le meilleur côté. Enfin, je sais que le côté équipe technique, ils appellent ça le meilleur côté. Je sais pas pourquoi. Ça va, Yannick ? Mais le pain, en plus, il est tout seul. Il est tout seul pour l'instant, on va y revenir. Juliana de 2 heures de perdu. Oui. Bonne année à toi. Bonne année à vous, je suis si contente. J'espère qu'elle sera pleine de bons films. Et j'ai hâte d'aller voir le Paul Thomas Anderson qui devrait arriver sous peu. Cette semaine. C'est cette semaine, ouais. Non, mais je suis très contente de vous retrouver. Et vraiment, je peux que nous souhaiter des bons divertissements, des bons films qui puissent nous aider à nous évader de ce quotidien, pour certains parfois difficile. Et voilà, je suis très contente. Mais écoute, on l'est aussi de te retrouver. Donc de l'autre côté du plateau, il est tout seul pour l'instant puisque Vesper est dans les bouchons ou dans les tests antigéniques, tout ça, machin. Tu sais, je peux carrer tout seul. Hein. Non mais je m'en doute. Nanix est avec nous bien sûr. Comment ça va Nanix ? Bah écoute, ça va très bien. C'est peut-être ici le meilleur côté du plateau. En tout cas, c'est lui qui sait apprécier les bonnes choses. On verra pendant l'émission du coup. Non, ça va très bien. Ok, est-ce que le sujet du jour, t'as fait tes devoirs de vacances, t'as vu Spider-Man combien de fois toi ? 2 fois. Ok, Matrix ? Une seule fois et j'aurais peut-être dû le voir une 2e fois. En bas. Peut-être. En tout cas, voilà, ce sera le gros débrief de cette émission. Retour sur Matrix 4 et Spider-Man No Way Home. Je vous le dis de manière très très simple, on va spoiler comme des gros malades. Donc on va vous mettre un petit message évidemment. En attendant que Vesper nous rejoigne, on fait un petit message à Genius et à Megan qui sont par la force de la pandémie en cas contact ou comme ça et par mesure de sécurité, on a préféré faire une émission à 5. Vous avez prévu plein de choses à 7. Finalement, pas. J'ai réussi à meubler jusque-là. Je suis super content de moi. Bonjour Vesper et bonne année à toi. Salut. Je suis pas du tout en retard, vous n'avez rien vu. Bonjour, bonne année à tous. Comment tu vas ? Bah ça va. Je suis en retard parce que j'ai fait un test antigénique avant de venir, donc voilà. Qui est donc négatif. Voilà. Surprise. C'est bon. Bien écoute, bienvenue à toi. T'étais pas venu avec nous depuis le débrief de James Bond, je crois. C'est ça. Mais c'était une belle occasion, James Bond. Donc voilà, c'est une très belle occasion de revenir là aussi, donc je suis ravie. Eh bien, je vous propose d'entamer directement maintenant cette émission. Oublie pas, il y avait une petite vidéo qui était en spéciale dédicace à Genius. Mais c'est écrit en rouge, donc non, t'allais pas oublier. J'allais pas oublier. Mais avant de lancer le jingle, je crois que Yoann, tu es venu avec une petite surprise. Non, mais tu vois, j'avais tout préparé. C'est dommage que Genius soit pas là. Ça a été l'une de mes découvertes. Je sais que Vesper la suit aussi. C'est une actrice qui s'appelle Marie-Elisabeth Kelly. Qui est peut-être, parce que nous on avait le haut du panier de l'imitation avec Genius, et en fait on a trouvé meilleur que Genius, et en fait ce qu'elle fait est incroyable, elle fait ce qu'on appelle de l'imitation de bouche, et donc ça dure 1 minute, et après abonnez-vous à son compte, il y a plein d'autres vidéos, regardez celle-là, c'est incroyable ce qu'elle fait. I realized something today about certain British actors and the way they move their mouths. You can start talking out like Professor McGonagall, Dame Maggie Smith from Harry Potter. And you can keep the small mouth and lighten it up a bit and add a bit more innocence. And your Juno Temple in Ted Lasso, and keep your mouth small but add all the teeth in your mouth. And you're Olivia Colman. Oh my goodness. You're so gorgeous. Oh God. And once you have all the teeth in your mouth out, sort of add a bit of an underbite, and you become Keira Knightley. Thank you so much.
And once you're here, add a bit of a nostril flare and a sort of a cheeky smile. And you are Phoebe Waller-Bridge, naturally, Fleabag. And then once you're Fleabag, just add a bit of an underbite and sort of talk in whispers and think a little bit, sort of postulate. And you are Emma Thompson. And then once you're Emma Thompson, you can sort of lower your voice and your face and you're Hugh Grant. Sort of ask yourself a question and you answer it yourself. That's what I've realised today. Retour plateau, effectivement, l'Emma Thompson, je l'avais avant qu'elle le dise. Elle fait Winona Ryder, c'est hallucinant. Elle fait Ryan Reynolds, c'est dingue. Elle arrive à choper tout le monde. Et donc, moi, ça me donne envie de démissionner pour apprendre à faire ce qu'elle fait, ne pas en vivre du coup, mais vraiment être très très fière de moi à la fin de la journée, quoi. C'est impressionnant. Donc, elle est sur son compte Twitter ou Insta, Marie-Elisabeth Kelly, et en fait, ses abonnés montent en flèche, là, parce que vraiment, je n'ai pas trop vu la fréquence à laquelle elle poste. Beaucoup. Après, moi, je la suis sur TikTok directement. Elle fait quand même pas mal de vidéos, donc à chaque fois ou des nouveaux acteurs, ou alors elle reprend les anciens. Enfin, il y a plein de. Mais surtout, c'est la première fois que je la vois expliquer. Moi, j'avais toujours vu les trucs bruts, et je trouve ça vraiment pas mal le fait qu'elle, du coup, qu'elle décortique un petit peu sa technique. Comment elle passe de l'un à l'autre. Non, c'est vraiment cool. Alors évidemment, ça demande de connaître les acteurs dans leur langue maternelle, ou les actrices en l'occurrence, mais voilà, en tout cas, c'est mieux fait que Didier Gustin. Donc, je vous propose d'enchaîner maintenant avec les news et jingle, bien sûr. Pourquoi Didier Gustin? J'en sais rien. C'est à un moment, tu as un texte à trous dans ta tête. Voilà, un tir pour Didier Gustin, du coup. C'est parti tout seul. Excuse-nous, Didier. Johan. Oui. 2022, dans la fiction, en 5 films. On commence toujours la nouvelle année par qu'est-ce que la fiction a dit de l'année dans laquelle on rentre. Alors évidemment, je ne parle pas des films qui se sont tournés en 2021 et qui se passent en 2022, puisque ça, ce sont des films contemporains. On parle de films qui ont été tournés un peu plus longtemps dans le temps et qui en fait prévoyaient l'année 2022. Un peu comme quand Retour vers le futur, en 85, disait qu'en 2015, il y aura un requin hologramme, tout ça. Exactement. Donc le premier film où j'en ai sélectionné 5, American Nightmare. En fait, dans l'histoire de toute la saga, on sait que c'est devenu, il y a 5 films, c'est devenu une série, machin, etc. Ouais. La purge, donc cette nuit pendant laquelle on peut tuer tout le monde sans souci, c'est mise en place. C'est surtout devenu ce que le titre, c'est devenu une purge. Voilà. C'est mis en place dans la saga en 2014, mais concrètement, le premier film se passait en 2022. Donc le 21 mars 2022, c'est là où on découvrait le American Nightmare, parce que le premier était quand même pas mal. Vous pouvez le reconnaître ça. Moi j'ai trouvé ça pas mal le premier, mais je trouve qu'on n'est pas très loin. Enfin, vraiment, je pense que d'ici fin 2022, on pourra peut-être être vraiment dans la purge. D'abord Running Man. Ça coûte bientôt les élections, donc tu vois. Oui, c'est ça. D'abord Running Man, on en fera un spectacle, et les gens voteront, et après, on finira à coup de batte. C'est le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un système satellitaire pour contrôler le climat part en cacahuète. Heureusement, Gérard Butler mène l'enquête. C'est donc Geostorm. J'ai vu ça pendant les vacances. Un film dans lequel il y a et des tsunamis, et des explosions, et du gel. C'est-à-dire que ça rassemble tous les films de Roland Emmerich dans un seul film. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est fait par un monsieur qui s'appelle Dean Devlin, qui était le scénariste et producteur de Roland Emmerich. Donc, il a regardé ce qu'a fait son petit copain, et il a tout mis dans un film avec Gérard Butler. Mais c'est pour ça, et avec ce cher en président des États-Unis, mais si, bien sûr. Note Al Pacino. Andy Garcia. Voilà. C'est voilà, faut pas improviser dans une émission, c'est pas bien. Didier Gustin, ça veut beaucoup trop. Je vais fermer ma gueule. Maintenant des années 90. Absalom 2022. Est-ce que vous connaissez ce film? Si vous connaissez New York 97, c'est un film qui a un peu surfé sur la vague. À savoir, on prend un endroit, on l'isole et on en fait une prison à ciel ouvert. C'est avec Ray Liotta. Et c'est donc une espèce d'île un petit peu pseudo-paradisiaque dans lequel on jette les gens dont on ne sait pas quoi faire. Lui est évidemment pas un criminel. Ça a l'air d'être le paradis là. New York 97 qui rencontre Waterworld. Et lui évidemment n'est pas méchant. Lui est un militaire qui a refusé d'appliquer une action qu'il jugeait indélicate. Et en fait on l'a enfermé là-dedans, mais il n'a rien fait de mal. Et il va donc affronter plein de gens pour s'en sortir. Absalom 2022 si vous ne l'avez pas vu. Je me souviens de ça. Oui, tu nous le conseilles. Oui, c'est sympa. C'est bien. Dans les années 90, tu nous conseilles les 3 déjà ou pas peut-être, si, quand même. Il y a Gérard Butler, quand même. Un film, alors celui-là, c'est un court-métrage pas forcément connu qui s'appelle Blade Runner Blackout 2022, qui est un court-métrage officiel de la saga Blade Runner, puisque quand il a sorti Blade Runner 2049, Denis Villeneuve
a demandé à des studios d'animation japonais de faire 3 courts-métrages qui expliquent ce qui se passe entre le film de Ridley Scott et son film. Il y a notamment celui-là qui se passe donc en 2022 et qui explique comment les réplicants vont mettre fin à la Tyrell Corporation, puisque si vous avez vu 2049, vous savez que c'est une autre corporation qui a pris la place. Et donc comment la Tyrell Corporation s'est cassé la gueule, c'est expliqué dans ce court-métrage, qui se passe donc en 2022 pendant un blackout. Voilà. Et on termine par le film dont tout le monde a parlé sur les réseaux sociaux le 1er janvier, c'est Soleil Vert. Évidemment. Voilà, Soleil Vert, voilà, si vous ne l'avez pas vu, film d'anticipation qui a peut-être un petit peu vieilli, en même temps qui a beaucoup de résonance avec aujourd'hui. Un monde surpeuplé où il n'y a plus rien à bouffer, une pandémie, le climat qui part en vrille, ça rappelle beaucoup aujourd'hui. Et la population se nourrit de ces petits carrés verts qu'on appelle le Soleil Vert. Et Charlton Heston mène l'enquête pour savoir, il y a quoi dedans ? Qu'est-ce que c'est que donc ? Il y a quoi dedans dans ce Soleil Et Vert ? on va pas le spoil ça pour le coup. On va pas le non, spoil, mais et, sympa. voilà, grand film d'anticipation des années 70. Ouais, et je crois que c'est. Alors, on a dit qu'on n'improvisait plus. On enchaîne. C'est Justin là. Non. Ok. On enchaîne avec Matthew Vaughn qui a fait quelques annonces. Tout à fait. Alors, Matthew... Déjà, oui, qui est Matthew Vaughn ? Qui est Matthew Vaughn ? Matthew Vaughn est un réalisateur, alors qu'on croit britannique, en fait il est américain, plutôt exilé en Grande-Bretagne. C'est aussi monsieur Claudia Schiffer. Ah, Ok. Pas mal. Bah oui. Et Magnifique. c'est un monsieur qui a été révélé par Layer Cake, qui a eu Ah oui. la bonne idée notamment de révéler. Daniel Craig. Voilà. Ah, c'est marrant, t'es fan de Daniel Craig. Non. C'est étonnant. Donc il avait déjà revisité le polar avec Layer Cake, il avait revisité la fantasy avec Stardust, film méconnu que j'aime beaucoup. Ah oui, j'aime bien aussi. Ah oui Et il Michel avait- Pfeiffer. Claire Oui, exactement. Il Ouais, avait c'est explosé bien. le film de super-héros avec Ouais. Kick-Ass. Ensuite, il avait rebooté très bien les X-Men avec First Class. Oh oui. Il avait réinventé le film d'espionnage avec Kingsman. Et j'ai découvert au passage, parce que je ne savais pas, en faisant mes petites recherches, que c'était aussi le producteur et scénariste de Arnaque, Crime et Botanique et Snatch. Ah oui. Et c'est un pote de Guy Ritchie. Donc, Bizarre le mec- qu'il n'est pas débauché pour faire un Marvel, lui, non ? C'est bizarre qu'il soit pas allé le chercher. Bah, sur C'est le dos. une question de temps. Peut-être sur l'arrivée des X-Men dans le. Et donc le monsieur a sorti le 29 décembre, pas la meilleure date possible pour son film, Kingsman Première Mission, qui est donc un préquel de la saga Kingsman, qui raconte pendant la Première Guerre mondiale comment cette organisation des Kingsmen s'est mise en place. Retour très mitigé d'ailleurs. Hein. Ouais, retour mitigé, puis date foireuse. Il est un peu C'est-à-dire long. que Le truc a été, ça fait un an et demi qu'il était repoussé. Le film. Le film est pas mauvais, mais par contre, il est vraiment, je trouve, un peu long. Pour Vous ça, l'avez ça- vu Non, moi, j'ai pas vu. Non, J'irai le voir parce qu'il y a John Arterton dedans, mais bon, j'ai des doutes sur la qualité du film pour Oui, moi l'instant. j'ai eu plutôt des retours négatifs dans les gens qui l'ont vu autour de moi. Ok. ouais. Mais puisque tu dis que c'est pas mal, je lui En tout cas, donnerai une c'est chance. pas les chorégraphies de Matrix. Oups, continue. Allez, on en ça parle commence. après. Ça Bref, tire à balle, comme il était en réel, promo, on on lui le a sait posé pas. plein de questions sur ses franchises en cours, et notamment Kingsman 3. Et donc, qu'est-ce qu'il a annoncé sur Kingsman 3 ? Eh bien, il y a beaucoup de gens à un moment qui ont cru que Kingsman Première Mission, en fait, balayait le 3, et en fait, que ça allait être une trilogie avec préquel et puis 2 films. En fait, il y aura bien un Kingsman 3, Ok. qui sera tourné dès le mois de septembre, dans lequel il y aura Colin Firth et Taron Egerton qui reviennent, et qui concluent la trilogie, D'accord. centrée sur le personnage de Exy. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien. Est-ce que tu as quelques news en bref, avec notamment Ah des. non, mais il manquait des trucs. Ah, pardon. Pardon. Ah, Moi, j'avais des vas-y. relances, tu vois, je suis un Moi bon j'ai un élève. doute sur le fait qu'on soit le meilleur côté, hein, parce que Non, depuis tout à si, l'heure, de- je commence à douter. 2022, j'attendais des relances. moi. Je l'avais cool. Je commence à douter. Moi, je Alors, dis attends, 2022, j'ai raté un respecte truc tes ou pas relances. Mais Vas-y. Bon, Alors je fais enchaîne. ma relance. Enchaîne. Et dis donc, Johan, est-ce qu'il a parlé de Kick-Ass ? En effet. Ah mais parce que t'en as parlé déjà. Comme t'en as déjà parlé, Non, je pensais que Kingsman. Pas de Kick-Ass. Il me semble que si. Il y a eu un visuel de Ok, Kick-Ass, ok. c'est pour ça. Autant pour moi. Donc Kick-Ass, on attend évidemment, le 1 était vraiment une grosse claque, le 2 était un gros ratage, donc on attendait peut-être ou pas Kick-Ass 3, et en fait il y aura un Kick-Ass Ça 3, marche pour mais Kingsman pas vraiment un aussi. Kick-Ass 3, puisque en fait Ouais. lui-même va faire un reboot de Kick-Ass. Voilà. Ah, Donc lui-même. hein. je suis contente qu'on reboot Et des donc il films a dit, qui ont genre voilà, je 12 ans. sais le style, on va faire un C'est bien. gros reboot Ça d'ici manquait. 2 ans, c'est tellement dingue que je ne peux pas en parler. Mais nous sommes prêts à le faire, on récupère les droits dans 2 ans, ensuite on fait le reboot et les gens vont se dire mais il est fou. Ouais. Je ne dis pas que les personnages qu'on connaît ne seront pas dans le reboot, je dis juste que ce n'est pas ce que tout le monde peut imaginer et je vais avoir besoin d'un acteur ou d'une actrice très très courageux pour jouer le nouveau Kick-Ass parce que ça va leur foutre les jetons. Moi, Ok. j'ai vraiment trop qu'il est méga. Franchement, je suis trop excitée. On n'imagine pas le pognon que ça va engranger. Vraiment, on est trop content, quoi. Il avait C'est- pas signé un contrat avec Netflix À un pour moment, faire plein il de devait films. explorer Ouais. le milliard World. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est mais, on n'a rien vu encore. Pour l'instant, pas. On attend, voilà, donc, il y a ça aussi. Toutes les séries Netflix là, Super Crooks et L'animation, ouais. les super-héros âgés là.
Jupiter Legacy. Jupiter Legacy, Ouais. ça fait partie du Miller World. Ouais, Avec Jupiter Kick-Ass normalement. Je crois. Ouais, mais Jupiter Legacy, vu que ça a floppé immédiatement, enfin, c'est un four. Ouais, je sais. J'ai très mais, envie de voir cette série, les super-héros âgés. Non, mais c'est ça. Bravo, oui, C'est- vraiment. Après, Et en même temps, c'était le sujet dans Logan aussi. Hein, donc, Oui, c'est vrai. après la question du reboot, je sais pas, parce que ça veut dire que tu effacerais le premier qui est excellent. La rigueur, c'est le deuxième qui était pas bon. Je sais pas, voir. On verra après. Vu ce qu'il dit, il a l'air Mais- d'être sûr de lui, d'avoir des idées. Alors, on va Est-ce le laisser. que Kick-Ass a bien vieilli? Parce que moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque, Ouais, mais Le premier, je- ouais. Ouais. Le je- premier, je l'ai pas revu, mais encore, hein. ok, très Par bien. contre, le deuxième, c'est vrai qu'il est complexe à regarder. hein. Je l'ai Après, pas- je trouve que ça efface pas. Enfin, tu vois, s'il y a un troisième film qui sort et qu'il est pas bien, au pire, il est pas bien. Enfin, tu vois, ça Oui. t'enlèvera pas le plaisir que Comme t'avais c'est- regardé le c'est- premier. On va dire plus, je me positionne par rapport au principe de Oui, dire. oui, bien sûr. On va rebooter. Dans le lore. Voilà, dans Mais- le lore, voilà. Mais surtout, n'y a-t-il pas de Mais- nouvelles histoires à Ah, raconter? Tout à fait. oui, c'est ça aussi. hein. On aimerait bien. Je ne sais pas. Et donc de nouvelles aussi d'un certain Wolverine. Et oui, puisque tu parlais de Logan, lui a été posé la question de Wolverine, qui lui, il imaginerait en Wolverine, et évidemment, il a parlé de ces deux acteurs fétiches, donc il verrait bien Taron Egerton Ouais. ou Aaron Taylor Johnson. Mais c'est qui est déjà Vif Argent, donc enfin Quicksilver. Donc Voilà. du coup, Et ça marche sachant pas. qu'on se souvient que donc lui avait réalisé First Class, qui était pour moi peut-être le meilleur X-Men, et dans lequel il fait revenir Wolverine. Homme de goût. Ouais. Ouais. Homme de goût. C'est Homme- tout. Je homme peux continuer, Et, Quand c'est bien, je le et dis. c'était le meilleur caméo de Hugh Jackman de tous les temps. Tout à fait. Allez vous faire foutre. Oui, non, mais Voilà. incroyable. Une scène, voilà. Donc il connaît déjà le personnage de Wolverine et il voit l'un de ces deux acteurs. Et c'est vrai que Taron Egerton avec un peu de barbe, pourquoi pas. Ce qui nous amène cette fois donc au brève. Yes. T'es dedans, c'est bien. Et on commence avec Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, tout à fait. On sait qu'il va tourner donc Dune numéro 2 cette année qui sort, donc tourné en 2022, sorti en 2023. Il va s'attaquer ensuite à un autre monument de la SF qui s'appelle Rendez-vous with Rama d'Arthur C. Clarke, un des plus grands romans de SF, un roman très profond, très intelligent que j'ai pas lu, donc je vous dis exactement ce que dit Wikipédia, qui raconte l'histoire d'une mission d'astronautes. Personne n'aurait été vérifié. hein, Non, tu je sais bien. Qui part à la rencontre d'un immense vaisseau d'origine extraterrestre qui rentre dans le système solaire. Donc film très ambitieux, qui se passerait dans l'espace, sachant que pour l'instant Villeneuve a plutôt fait de la SF Dans le désert. ancrée dans le sol. Il y a quelques scènes spatiales dans Dune, mais ça reste quand même ancré dans le sol. Là, ça serait vraiment très spatial. Et c'est un film sur lequel David Fincher s'est cassé les dents dans les années 2000. Pendant toute la décennie 2000, il a essayé de développer le film. Ok. Il n'a jamais réussi. Donc là, c'est Villeneuve qui prend la relève. Donc on est assez curieux. Est-ce qu'on est curieux de ça autour de la table Grave. Oh oui, on est toujours curieux de Ouais. voir ce que Denis Villeneuve peut faire. Ah ouais, Après, est-ce qu'on en est Villeneuve, satisfait, c'est une autre question. On sera curieux qu'une bonne annonce, je pense. Voilà. Non, mais c'est un très bon réal. Il faut juste qu'il mette un peu plus d'énergie dans ses scénarios et après tout sera parfait. Ce sera formidable. Peut-être sur le prochain. En attendant, de l'énergie en voilà avec des news de Fast and Furious 10. Que tu attends. Que tu attends. Ah ben oui, Eh ben, évidemment. il est repoussé, Mais oui. mais d'un petit mois et demi seulement. La famille. Ah. La Petit famille. mois et demi, mai 2023. Et par contre, la vraie grosse nouvelle, c'est que Dwayne Johnson a fait un énorme bras d'honneur à l'ami Vin. On se souvient que Vin Diesel a posté un message complètement bancal en disant « Mes enfants t'appellent tonton Dwayne, on avait promis à Paul Walker, tout ça. Viens, retrouve la famille, finissons tout ça. » Et Dwayne Johnson lui a fait « Non. Non. Oui, C'est mais un en peu même temps, triste, hein. il a raison. Enfin, Bah oui. Tout à fait, Vin Diesel, ça, c'est pas, je le considère pas. Attention, ça y est, on parle Là. de choses très sérieuses. Attention. C'est pas tellement un bras d'honneur dans le sens où c'est Vin Diesel qui s'est comporté comme un gros con, on va le dire, pendant Oui. des années, et que Dwayne Johnson en a eu marre. Et là, du coup, c'est lui qui passe un peu pour le méchant parce qu'il refuse de revenir Non, Oui, non, finir. alors que- t'as fait raison, Tu hein. vois, enfin, Alors que dans la réalité des faits, je Au bout pense d'un que moment. Vin Diesel doit être vraiment casse-bonbon, Ouais, enfin, on va ouais. pas se mentir, et que Dwayne, il a un peu la win de toute façon en ce C'est moment, ça. donc il a vraiment pas besoin de ça, je pense. que Pour, Vin Diesel, Non, c'est une grosse diva, quoi. Mais Dwayne, sa réponse, je trouve qu'elle est Classe. juste ce qu'il fallait faire. Bah oui. C'est-à-dire, en gros, je te fume devant tout le monde, voilà, clairement. Mais sans insulte. Mais sans t'insulter, sans à la être The Rock, agressif. avec voilà. le sourire. Avec le chat, ouais. Après- Là, on a hâte de voir ce 10e épisode, vraiment. Après, rien ne nous dit que énième stunt PR, il change d'avis et Ah, qu'au mais- final, il est là. Enfin, on Ça va on des perd fois- le temps. Hein. Des fois, il suffit d'un zéro. Hein. Ça va, c'est ce que j'allais dire, ça va se résoudre autour d'un verre et de quelques billets. Et voilà, parce que c'est vrai que le personnage est quand même important pour la franchise, ce serait dommage de s'en séparer. Ouais, mais en même temps, quand tu as fait cette espèce de communiqué publiquement, enfin, t'y vas pas. Enfin, c'est un Et truc. le Ouais. revirement de situation. Ouais, ça, il y en a. Ouais, je sais ça, pas. il y en The a Rock, il est tellement, droit. je sais Moi, pas. je Ouais, trouve où que ils c'est sont un mec, capables de solide. s'inscrire ça dans le début du film en disant en fait c'était on voulait vous faire croire à l'arrivée de Ah, Comme dit Menro, pour quelques zéros, ça va se résoudre et puis c'est pour Force the Family. Donc, C'est vrai que c'est pour la famille. Ça se trouve, il est dans le film, mais il dit non en interview. Peut-être ça me rappelle un truc. Jamais vu.
Il a je fais voilà un truc. Non, mais je vais faire un truc. J'en ai pas vu un seul de Fast and Furious. Oui, toujours pas. Non, toujours pas. Le 10, tu dis c'est pour 2023 2023. Tu vois tout pour 2023. pour 2023. Voilà. Ouais. Mais espace-les quand même. Hein. Mettez Ouais. des sas de Moi, sécurité. je les fais en marathon, les fastes. Ah ouais. Franchement. Mais alors, faut prendre Ou alors, un barbecue, des bonnes bières, tu fais ça l'été. Et des copains, t'enchaînes, tout ça. Voilà. Il faut inclure les spin-offs aussi. Il y a des pics d'intérêt. Il n'y a pas de raison. De quoi? Il y a les spin-offs aussi. Ah bah oui, déjà Hobbs & Shaw, t'es obligé Voilà. de... Ouais. Ah oui, donc d'accord, ça, il y a- c'était sûr. C'est un Il y a un arbre. t-shirt blanc moulant qui salit pas. Voilà. Si tu Mais il y en a roules des par bien. terre, il se salit. Ouais, Il y en a des biens. Au départ, faut que t'aimes les voitures. Déjà, c'est mort. Après, faut que t'aimes Mission Impossible. Si t'aimes ces deux univers, Mais ouais. c'est ok. Mission Impossible, ça va. Mais alors les bagnoles, j'en ai tellement rien à foutre. Enfin, Oui, tu vois. mais moi, mais tu vois, ouais. j'ai pas le permis, T'es pas j'en ai obligé. rien à foutre des bagnoles, Ouais. mais la famille, c'est important. Oui, la Donc, famille, oui. tu vois, tu peux y trouver ton compte. Non mais parce que, enfin, je veux dire, les gens disent ouais, je viens de chercher, j'ai une 306. Pour moi, c'est une voiture. Tu sais, je vois comme quand on est enfant, on a 8 ans, on dessine des voitures comme ça. Pour Figure-toi moi, que c'est une réplique quoi la d'un des couleur Fast and Furious. Je viens de chercher en 306. C'est vrai. Eh ben, écoute, Ça fait Mais ça. c'est parfait. Il y a des caisses et caisses. Regarde, dans les deux premiers films, t'as des belles caisses. Après, J'en ai rien à foutre. Ok, fin de la parenthèse, parce que tout le monde s'en fout aussi, si j'ai vu ou pas tous ces films. Puisqu'on a, c'est un moment un peu important, deux mauvaises nouvelles, Yoann. Tout à fait. Première mauvaise nouvelle pour les fans de John Wick. Un Ah oui, teaser a été dévoilé. On peut lancer pendant. Vous allez voir, parce que de toute façon, il se dit pas grand-chose. Mais dans ce teaser qui reprend des images donc du fameux standard du Continental et de cette espèce d'association de tueurs, apparaît un moment un tableau. Sur le tableau blanc, catastrophe, une date est annoncée. Et c'est une date qui dit que le film est repoussé d'1 an. Non. Bim. Donc on avait l'espoir qu'il sorte c'était mai 2022 et en fait donc ça sera mars 2023. À bientôt. Donc ça c'est un peu triste, surtout que John Wick on aime bien. John, oui. Et puis il y a Donnie Yen et c'était tourné à Paris. Voilà. Voilà, on attend. Et ça devait être normalement la même date de sortie que Matrix 4, Tout à fait. initialement. Sans tous ces. Ça, Mais c'est, Keanu était. Et d'aucuns diraient que c'est 1000 fois plus impressionnant que Matrix 4, mais on en parlera. Mais on en parlera tout à l'heure. Et donc une autre mauvaise nouvelle, mais pour les fans de Marvel cette fois. Tout à fait, je pense à toi. Ça a été annoncé ce matin. Fan de Sony et de Marvel. Voilà, Morbius est Ensuite, ça décalé. se va un peu. Il avait déjà été décalé, bon, pas beaucoup décalé, mais de janvier à avril. Alors on pourrait croire que c'est dû à la pandémie. Pas du tout. C'est qu'en fait, c'est dû à faire plus d'argent avec Spider-Man, puisque Spider-Man cartonne partout dans le monde Ah oui. et va aller vers de nouveaux territoires. Et donc là, Sony se dit, les écrans qu'on avait réservés fin janvier pour Morbius, on va se les garder pour Spider-Man. Et donc on décale tout de 4 mois. Et du coup, il sortirait le. Et il sortirait pour l'instant, je crois que c'est 1er avril aux US. C'est- donc c'est on une sait pas blague quelle est- On sait pas. On sait pas quelle est la date en France encore. Ok. En même Et donc temps, c'est pas la fin. Au départ, on l'attendait en janvier là, et donc c'est pas pour ce. Il y a vraiment des gens qui attendent Morbius. je crois qu'ils sont un. Bah, Sony apparemment, mais ils attendent de le Écoute, sortir. Quand tu vois les bandes annonces, pour l'instant, j'ai rien vu de naze ou de rédhibitoire dans le film qui me disent je vais surtout pas aller voir ça, pourquoi pas. Moi, je pense pas que ça puisse être aussi naze que Venom, par exemple. Moi, j'attends le 2. Ouais. Morbius font du ski, mais à part ça. Ok, allez. Non, mais- Une Ouais, petite bande-annonce. j'arrive pour, à Mieux en forme, toi. Hein. Ouais, non, je les passe toutes maintenant, hein, parce que ça fait 15 jours que je me retiens, donc ma famille en peut plus. Alors, on est une petite bande-annonce. Oui, la bande-annonce qui a cassé l'Internet pendant les vacances de Noël, c'est ni du Marvel, ni... c'est un film plutôt indépendant, un film de Viking, signé Robert Eggers, qui avait été The Witch. découvert par The Witch, et ensuite par The Lighthouse, qui était un film très très arty en noir et blanc, autour d'un phare. Casting dans lequel on retrouve Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke et Björk. Et les images, elles, défoncent. Donc, Eh ben, on on peut se peut-être regarder ça. Je ne sais pas si ça a été vérifié côté Paul. En termes il n'y a pas de nudité. On est bon. Alors on peut lancer les. On peut lancer, on enchaînera directement avec le jingle du sapin, là, s'il vous plaît. Behold. He's here. He's here. Mother! Father is here! The king, milady. The king. Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Thank you, Father. My king. Father!
Fjolnir! I will avenge you, father! I will save you, mother! I will kill you, Fjolnir! I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, Fjolnir. Why would you stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, father. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will save you, mother. I will kill you, Fjolnir. Et oui, ça décoiffe, hein, si vous ne l'aviez pas vu. Enfin voilà, moi j'ai découvert ça pendant les vacances aussi. Et je sais pas, petit mot avant qu'on enchaîne avec le sapin, là, tout à fait. Oh bah ouais, non, ça a l'air bien sympa pour le coup. Ça a C'est l'air canon. que des acteurs Pardon. qu'on aime bien. Non, vas-y, je t'en prie. Donc ouais, j'attends, je suis curieuse. Mais pour le coup, Björk, ça fait un moment qu'on l'a pas revu au ciné, donc voilà, j'ai un petit coup de cœur. Hein. Ni en radio ou nulle part d'ailleurs, je crois. Julina aussi, enthousiaste. Moi, super enthousiaste. Ça a l'air canon. Ethanok avec de la barbe en viking, ça me convient parfaitement. Il y a, voilà. Le deal est réglé. Le vrai, moi aussi, énorme attente, comme je disais hors antenne. J'ai pas senti ça sur une bande-annonce depuis la bande-annonce de 300, donc ça remonte un peu. C'est un truc où tu fais waouh, c'est vraiment ça envoie. Et après, le reste, si vous avez vu les autres films de Robert Eggers, c'est que c'est quand même du arty, même The Witch, c'était pointu. C'est que ce soit très chiant, tu veux. Non, mais s'il arrive avec grand public, en fait, à mettre un peu de grand public dans son cinéma, parce qu'il y avait le risque. Moi, je me rappelle la bande-annonce de Valhalla Rising de Winding Refn, où pareil, tu disais ça va être le film de Viking ultime, et puis quand tu le vois, tu fais putain, il faut s'accrocher quand même pour regarder le film. Ouais. Un film compliqué. Donc j'espère que ça sera assez grand public pour qu'il ait la résonance qu'il mérite, mais en tout cas, les images sont folles. Moi, tout simple, très envie de voir ça. Voilà. Très envie de voir ça aussi. Écoutez, je pense qu'on va mettre un petit message va apparaître en haut et je vous propose de vous donner rendez-vous dans quelques minutes. Donc voilà, rendez-vous à 17h20 pour le débrief de Spider-Man No Way Home. En attendant, est-ce que tu peux me rajouter, voilà, spoiler alerte. Parfait, on a tout dit. On va aborder Matrix Résurrection. Et on va faire un retour sur qu'est-ce qu'on en a pensé. Et donc forcément, je vous le dis, hein, ça va spoiler dans tous les sens. Déjà, petit point, qui se sent de nous faire le pitch de ce Matrix Résurrection? Ne vous inquiétez pas, vous avez un joker. Si vous ne le faites pas, je peux le faire. C'est pour Johan, normalement, les pitchs. Normalement, Je vais peut-être jouer mon joker sur celui-là. C'est vrai. Mais attends, depuis quand? Ouais. Incroyable. Bah, moi, je veux bien essayer, Tu veux mais essayer? vous serez sympa avec moi. Hein. C'est, surtout que c'est vraiment pas une mince affaire. Oh, c'est pas bon, on peut le dire. Non, mais en gros, on retrouve notre personnage, Monsieur Anderson, qui est du coup plus âgé, toujours joué donc par Keanu Reeves. Il est développeur de jeux vidéo. Il a développé 3 jeux vidéo qui s'appellent Matrix 1, Matrix 2 et Matrix 3. Il est dans une boîte où on a l'air de vouloir faire du pognon avec un Matrix 4. Et lui, il s'interroge toujours sur, en tout cas, sur ses démons, sa façon d'imaginer les choses, de penser les choses. Et il se demande, assez régulièrement avec son psy, s'il est dans le monde réel. On comprend qu'il a eu des épisodes un peu psychotiques, et qu'il n'arrive pas trop à dissocier, en tout cas, le réel de la fiction. Et il croise effectivement, elle s'appelle, alors comment elle s'appelle déjà? Tiffany. Qui est donc jouée par Trinity, par l'actrice Carrie-Anne Moss qui joue Trinity. Et il y a un espèce de déjà-vu qui s'opère. Il sait qu'il l'a déjà croisée, et donc ça l'invite à remettre en question la réalité dans laquelle on nous fait partir dans ce film. Voilà.
Je sais pas si... Non, c'est un bon pitch, un bon point de départ. Ok. Très bien. Je pense qu'on valide, tout le monde autour du plateau valide. Avant de rentrer un peu plus dans l'analyse, en termes de prod, comment vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé ça vous êtes retombé sur vos marques? Vous avez trouvé ça, des choses qui vous ont surpris peut-être? Alors, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire par au niveau de la prod? Par exemple, on sait que les premiers Matrix étaient tous autour d'une teinte un peu verdie, avec il y avait la photo, l'ambiance, voilà tout ça, colorimétrie, etc. Mais en fait, ça arrive avec le temps, la teinture, enfin la teinte un peu verte, en fait, d'après ce que j'avais compris, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup souvenir, enfin, je sais pas vous, mais des versions DVD, parce que c'est un peu le premier DVD que tout le monde a eu, tout à fait. et que les ressorties et tout, la teinte était plus verte, et au final, quand il y a eu d'autres sorties après qui étaient plus proches de la pellicule d'origine, c'était quand même pas aussi vert que les films de Jeunet sont jaunes, quoi. C'était quand même moins violent. J'ai retrouvé l'ambiance, si tu veux. Il y a une forme d'ambiance qui était bien présente dans les 3 premiers, notamment les 2 premiers, puisque le 3e se passe vraiment sur Sion et on sort un peu plus de la matrice pour se concentrer sur le monde réel. Donc j'ai retrouvé un peu ça. D'ailleurs, on le voit sur les images, ces fameux plans, c'est du Matrix tout craché. Maintenant, j'ai retrouvé ça, mais en qualité SD. Voilà. En qualité SD de ce côté. Moi, j'avoue que, en plus, pour le coup, je suis allée le voir en avant-première le mardi et j'ai revu ils ont repassé le 1 sur la télévision le lendemain et donc j'ai revu le 1. Moi, je trouve qu'on n'a pas la même image, on n'a pas le même grain, effectivement, et je regrette, mais c'est difficile de parler de la forme avant de parler du fond. Ouais, c'est tellement intrinsèquement lié. C'est pour ça que je vous fais chier là exprès. Mais moi, il me manque quelque chose, en tout cas dans la forme. Mais c'est peut-être volontaire. On en parlera après. Je trouve que dans la mise en scène de l'action, dans les plans, il y a des très très belles choses. Moi, je trouve que ce truc de porte, en fait, est une très très bonne idée, même de miroir. Enfin, il y a plein de choses où je me dis, bah oui, en fait, c'est cool d'avoir ces nouveautés. Mais je trouve qu'il manque une espèce de virtuosité dans la façon dont le premier est mis en scène surtout, et dans le deuxième aussi, il y a beaucoup de choses qui me plaisaient. Mais voilà, mais je me suis une fois de plus, je trouve pas ça mauvais non plus. Enfin, c'est juste pas la même chose. C'est 2 objets différents pour moi. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il fallait faire une suite à Matrix? Quand on finit Résurrection, est-ce qu'une suite était nécessaire d'après vous, comme ça? Bah écoute, on y va. Bah écoute, déjà quand tu écoutes 99% de la population à la fin de Matrix 1, les gens voulaient pas de suite, et on a eu pendant des années, je n'ai connu que des gens qui conchiaient le 2 et le 3. Là, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure quand même du temps, ils regagnent quand même un petit peu en popularité, sont un peu plus revus à la hausse, notamment le 2 d'ailleurs, qui a des scènes extraordinaires. Et là, en fait, le 4, c'est pas celui qu'on voulait, mais c'est celui qu'on mérite. Pour le coup, je vais tout de suite dire, j'ai beaucoup apprécié le film. Voilà. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'étais rematé la trilogie vraiment la veille de la sortie, comme ça, pour être bien dedans. Juste avant, effectivement, comme beaucoup, j'ai pas vu les bandes annonces, rien avant que ça sorte, donc je vais vraiment arriver pur. Totale surprise, quoi. Ouais, totale surprise. J'avais seulement vu sur Twitter Keanu Reeves dans sa baignoire avec le petit canard sur la tête, je trouvais ça mignon. mais sinon, en fait, je me suis dit, bah oui, évidemment, je m'attends à revoir ces scènes d'action incroyables, toute cette mise en scène qu'on connaît assez bien dans les Matrix. C'est pas ce que j'ai eu, parce que ce côté un peu action est là, mais il est déceptif. Mais en fait, c'est pas le propos, et du coup, ça m'a pas dérangé parce que en fait, on m'a donné autre chose. Et moi, c'est ce qui fait que j'ai quand même passé un super moment devant le film, parce que le propos, en fait, on te fait bien comprendre qu'en fait, c'est pas ça. Le but n'était pas de te faire un 3.5 où, en fait, c'est la suite, et ça, tu vas revoir exactement la même chose. Alors, c'est très intéressant parce qu'on est on débriefe 2 films aujourd'hui. Et l'un est l'opposé complet dans sa proposition par rapport aux attentes et ce qu'on appelle le fanservice. Julina. Pour répondre à ta question, moi je trouve qu'il y a une question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'on avait envie en fait d'une autre suite, c'est surtout est-ce que cette suite raconte quelque chose de nouveau et est-ce qu'elle apporte quelque chose. Et je trouve que là, pour le coup, moi aussi ça m'a beaucoup plu, même si je suis pas à 100% satisfaite. Je trouve que dans le fond, ça raconte tellement plus de choses sur
l'époque dans laquelle on vit, sur le cinéma dans lequel on évolue, dans la façon dont on fait des films, c'est vrai que c'est très méta et que si on s'attend à voir une espèce de ressucé du 1 dans tout ce qui est message, action et tout ça, on peut être déçu, effectivement. Mais moi, je trouve que ça raconte énormément de choses sur le monde du cinéma d'aujourd'hui, le monde du divertissement, la façon dont on a d'imaginer les films, qu'est-ce qu'on produit pas. Alors, c'est filé pendant tout le long. Il y a même carrément des images où il y a le premier derrière qui est projeté dans une toile de cinéma déchirée, dans un espèce de cinéma abandonné. Je trouve que cette scène, elle est hyper puissante sur ce que ça raconte sur le cinéma, l'état du cinéma aussi aujourd'hui. Et en l'occurrence, moi, je trouve ça bien qu'on fasse des suites si ça raconte quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, pour moi, le job, il est fait à 100%. Après, qu'on aime le film dans sa façon dont il est amené, mené, etc., c'est une autre histoire. Je pense qu'il a des défauts. Mais en l'occurrence, je pense qu'il a toute sa place dans le fait de faire des films aujourd'hui. Moi, je pense que c'est rare d'avoir un film qui arrive à mêler les deux, quoi. Le fond et la forme. Et là, en l'occurrence, en fait, mais en plus, on dirait que c'est un doigt d'honneur au studio, quoi. Moi, c'est ça qui m'a, qui est très amusant. Moi, je comprends pas comment Warner a validé ça. C'est un film très personnel aussi. Il y a du Lana Wachowski dedans, tu le sens bien. Il y a aussi un côté très féminin assumé aussi dans le film. Là-dessus, moi, j'entends ce que vous dites depuis tout à l'heure et je suis en partie d'accord avec vous. Moi, ce qui me dérange, c'est que le scénario est méta, ça clairement, et même la façon. Parce que pour répondre à ta question, est-ce qu'il fallait une suite ? Non, parce qu'on rappelle quand même qu'à la fin, il y a 2 personnages importants qui meurent. Donc pourquoi les faire revenir ? Comment ? La question, c'était. Moi, je suis arrivé au cinéma en me disant. Attention, quelle salle vous allez me sortir pour annoncer leur résurrection. En vrai, ok, la raison invoquée, les moyens invoqués, ok, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, et en plus, je suis un peu issu de cet univers-là, je ne suis pas le seul, c'est qu'on nous dépeint un peu le monde du jeu vidéo d'une manière qui me dérange un petit peu. Je trouve qu'on caricature un petit peu beaucoup, et c'est pas le premier film, notamment dans Free Guy, qui n'a rien à voir en soi avec Matrix, mais qui parle de jeux vidéo et de conception de jeux. Voilà. On te présente le monde des développeurs et des studios d'une manière, je trouve, un petit peu. Matrix, c'est un film icône de la pop culture. Pour moi, c'est la façon de dépeindre l'univers des gens qui travaillent dans le jeu vidéo. J'ai trouvé ça un petit peu pas ouf, quoi. J'étais pas. Est-ce que c'est pas pourquoi cette phrase n'existe pas. Est-ce que c'est pas pourquoi Non. Est-ce que c'est pas parce que ce n'est pas du tout le monde des jeux vidéo qu'on veut dépeindre, mais c'est le monde des studios de cinéma, et que du coup, pour élargir le propos et ce que tu racontes, tu brosses des choses assez largement pour que... Moi, je t'avoue que... je joue aux jeux vidéo, je m'y connais pas très bien, mais je n'ai vu que le monde des studios de cinéma. C'est-à-dire que... Moi, j'ai vu l'autre, en plus, comme tu dis, elle le brosse trop largement. Je ne dis pas qu'il fallait faire une analyse pointue, mais aller taper dans des stéréotypes, etc., toujours bien ciblés, qu'on retrouve souvent dans certains films. Je me suis dit, il n'y a pas la volonté de... après, oui, c'est pas le propos du film. Le propos du film, c'est pas réellement le quotidien d'un studio. C'est juste, je pense notamment à la scène post-générique. Je dis pas que c'est une ambiance, tu crées des jeux, t'es comme ça, tout stressé tout le temps, mais il y a un minimum de... Oui, mais en soi, c'est pas une critique. Non, c'est pas une critique de l'industrie du jeu vidéo, en vrai, on s'en fout. C'est pas l'élément qui m'a le plus gêné dans le film. Oui, non, mais bien sûr. J'étais en train de me dire... Encore un film. Encore un cliché. Encore un français. Encore ce qui se passe en France avec des baguettes, quoi. Encore des clichés sur le monde du jeu vidéo. C'est pas tellement ça qu'il faut. C'est pas tellement ça qu'il faut voir. En vrai. Non, mais t'attends pas ça de Matrix. Tu vois ce que je veux dire justement, c'est une manière d'actualiser le propos en se disant, évidemment, si ça doit se passer de nos jours. Si le film devait sortir en 2021, ce qui était le cas, transposer l'univers de Matrix et faire une critique des pires, de ce qui se fait de pire dans le monde de l'entertainment, tu vas passer par le jeu vidéo, parce que c'est ça, en fait. Et moi, c'est fou, parce que cette scène dont tu parles de la scène où il pitch un petit peu ce que pourrait être Matrix, les idées, etc., ou même, et tout le monde y va de sa version, en fait, de ce qu'est Matrix. Pour moi, après, je suis scénariste, mais moi, j'ai vraiment l'impression de voir une writer's room avec des scénaristes qui ont réfléchi à ce que devrait être le film Matrix 4. Et c'est pour ça que je le dissocie. Je t'avoue que pour moi, c'est vraiment un espèce de support, ce truc de jeu vidéo, parce que c'est tellement frontal pour moi qu'on parle de ce que doit être le film Matrix 4 dans cette scène, que du coup, il n'y a aucun moment où j'envisage que ça soit pas bien dépeint. Pour moi,
Ouais. c'est les scénaristes en fait qui parlent, et c'est tous les gens qui ont, à mon avis, que Warner a dû appeler à Hollywood pour dire attends, on voudrait peut-être refaire un Matrix 4, on ne sait pas si les réalisatrices vont venir sur le projet, si on le fait sans elles, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu veux le faire, pitch-nous des idées. Enfin, moi je le vois, enfin peut-être que c'est ma vision caricaturale, c'est tout bête. Vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que en fait, Warner avait les droits et a dit de toute façon on refera des Matrix. Et même le producteur du film, James McTeague, interrogé là-dessus, répond avec un cynisme en disant quand on a une franchise comme Matrix, de toute façon on en fera des trucs parce qu'on a de l'argent à faire. Enfin, ils sont très honnêtes. Et donc en fait. Ils avaient plein de scénarios et plein de pistes possibles, et en fait c'est Lana Wachowski qui a dit en fait moi je veux bien en refaire un. Et donc en fait ils ont dit à la personne qui a créé le truc ok on te le donne, mais en fait ce qu'on voit dans cette scène là c'est ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Donc en fait il y a ce côté méta, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est le premier tiers, après le reste j'ai pas Et le côté jeu vidéo en plus c'est la facilité de en plus ils codent, enfin tu vois c'est plus simple raconter au début voilà l'excuse c'est ça, c'est de remontrer un peu l'univers, enfin c'est sa facilité, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Je pense que vous avez compris ce que bien sûr. venir. Mais évidemment, on part du jeu vidéo pour expliquer l'explicable dans le film, et c'est la façon de le dépeindre. Si vous en servez comme support, faites le mieux, c'est tout. Après, c'est juste ça. Est-ce qu'on a aussi pas peut-être comme on a une nouvelle matrice en fait qui se veut un peu différente, donc du coup ça qui serait une version 2.0 si je reste dans la métaphore du gaming. Oui. Mais du coup, elle a ses propres codes, elle a ses propres nouveaux programmes, ses mises à jour et ce genre de choses. Et la question, c'est est-ce que justement, il y a quand même 2003, 2004, un truc comme ça, quasiment une vingtaine d'années entre les deux films. Tu parlais tout à l'heure, elle est compliquée ma question. Tu parlais tout à l'heure, quand on repense à la première trilogie, il fallait absolument avoir un téléphone filaire pour pouvoir, parce qu'à l'époque Internet passait par du câble, etc. Aujourd'hui, c'est les miroirs, c'est les portes, c'est beaucoup plus rapide, spontané, etc. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des améliorations dans la vision technologique que le film propose, et qu'est-ce que ça traduit justement dans cet aspect méta? Moi je trouve que c'est compliqué ta question, mais pour le coup, les améliorations, une fois de plus, elles ne sont pas là pour être gadgets, comme tu le dis. La réponse est dans ta question. Elles représentent effectivement ce nouveau monde en fait, dans lequel on évolue, cette nouvelle façon, comme tu dis, d'avoir les choses rapidement, etc. Mais c'est pour ça que, moi, ce que j'apprécie dans le film, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit putain, c'est gratos, ça c'était vraiment parce que c'était pour le fun. Un moment. Vas-y. Un micro. Le caméo du Mérovingien. Ah oui, le caméo du Mérovingien. J'ai cringé un peu, tu vois. Mais je pense que c'est complètement voulu. Bien sûr, mais c'est vraiment le moment. C'est aussi cringe que marrant, voilà, c'est ça. C'est cringe. Au début, on se dit c'est cringe, puis en fait, c'est marrant. Mais en même temps, dans Matrix 2, c'est déjà cringe et marrant. Mais il y avait Monica Bellucci, ça aide à compense. Il a un autre standing dans Matrix 2. Là, là, c'est Jacouille la fripouille. Vas-y, réponds à ta question, mais ça revient aussi à ta première. C'est que moi, le premier Matrix, je pense, peut-être si on le montre à des nouvelles générations, qu'en fait, c'est un truc un peu atemporel. Et sur celui-là, je pense qu'il est daté dès sa sortie. C'est un peu ça mon C'est bizarre parce que c'est les critiques que j'entendais en 99, peut-être, à la sortie de Matrix. Moi, en fait, le premier, tu le revois 20 ans après, à part le truc où il faut peut-être expliquer à un enfant qu'à un moment c'était relié par des fils, mais tu comprends les codes et tu comprends le truc, et ça va au-delà juste de l'univers que ça traduit. Là, celui-là, pour moi, je suis sorti de la salle, j'ai fait c'est déjà oublié. Je sais pas, je trouve que Matrix, quand même, c'est à la fois intemporel, à la fois quand tu le revois, là, ça crie 1999, quoi. Vraiment, on va par tous les ports. C'est des téléphones à clapper déjà. Oui, non, mais même le premier, mais c'est pas grave, tu vois. Moi, en même temps, je trouve que le premier, il a une telle esthétique dans les décors, dans la façon. En plus, c'est marrant parce que quand je l'ai revu le lendemain, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, je l'ai montré à ma mère et à mon beau-père qui ne l'avaient jamais vu, le premier Matrix. Parce que ma mère m'a dit, je vais rien comprendre. Je fais, mais si, maman, tu vas voir, tout va bien se passer. Au pire, je t'expliquerai. Et en fait, ils ont trouvé ça ultra impressionnant, mais en même temps, monument de cinéma. Mais je me disais, je sais pas si je les aurais amenés voir le Matrix 4. Je pense qu'ils auraient pas tout saisi pour le coup, mais en l'occurrence, il y a un truc, que je pense intemporel dans le premier Matrix, parce que ça raconte et de par le message, et je trouve qu'il est plus intemporel que là où Matrix 4 est plus un espèce de reflet du monde dans lequel on vit, même si c'était déjà le cas à l'époque, mais je trouve qu'il y a un truc qui est toujours valable, qu'on racontait à l'époque, qui est toujours valable aujourd'hui,
mais enfin, qui ne me vaut pas l'inverse. C'est un cours de philo avec la SF, quoi. En fait, il y a plein de profs de philo. Si on se souvient, en 99, c'était le grand truc, les profs de philo qui montrent à leurs élèves Matrix en disant, bah voilà Platon expliqué par... Le mythe de la caverne, voilà. Exactement. Et sauf que là, le 4, à part c'est autre chose. 2021, il se reflète pas grand-chose. Je trouve ça cool que Lana Wachowski, elle reprenne ça et qu'elle ait vu, d'où elle est de 2021, enfin, on aurait dû écrire en 2020, on va dire. Elle voit ce que la portée et la place et l'influence qu'a eu Matrix depuis 99, et aussi tout ce côté, à quel point ça a été repris dans la pop culture, mais aussi par des gens qu'elle n'apprécie pas forcément. Je pense qu'on se rappelle beaucoup des tweets de Elon Musk et Melania Trump qui disaient I took the pill, ce genre de truc, et qu'elle disait fuck fucking boss of you. Et c'est aussi ça, c'est que toute cette philosophie, tout ce concept de matrice et tout, ça a été repris par beaucoup de personnes qui sont aux antipodes de Lana Wachowski et de ce qu'elle est, ce qu'elle pense au niveau politique et de plein de choses. Et j'ai l'impression qu'elle reprend ça en disant, alors en fait, Matrix c'est ça, et toutes les histoires de binarité qu'on voit dans le film, en fait c'est ça. Et il y a une scène qui le montre très bien quand ils disent, c'est ça en fait, ils reprennent, c'est ce que fait la Matrix. En fait, elle reprend ton concept. Et ça l'appauvrit. Enfin, il y a vraiment toute une scène comme ça où quand Neo revient et où il est en tête à tête avec Bugs, et où elle discute de ça. Et j'ai l'impression que vraiment c'est juste Lana qui reprend un peu les clés du truc en disant mais en fait j'ai l'impression que vous êtes tous partis, dans tous les sens avec mon concept, enfin notre concept avec sa sœur, mais de cette œuvre et tout. Et en fait c'est ça. Et donc elle remet bien un peu les pendules à l'heure, quoi. Et en vrai, je pense que dans 20 ans, ça sera le moment de se poser la question de est-ce que ça reflète quelque chose, est-ce que c'est toujours un temps... Enfin, parce que moi, ce que je trouve intéressant dans celui-là, c'est que dans le premier, il n'y avait pas tout ce concept de pop culture centrale et tout, mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la société dans laquelle on évolue, le divertissement, mais pas que, en fait, il y a quand même beaucoup de choses... Qui se recentrent autour de ça aussi, même dans les générations. Enfin, en tout cas, peut-être parce que je grandis avec ça, mais moi, j'ai l'impression que dans les années 90-2000, on n'était pas encore à ce stade-là, on va dire, je sais pas, la mise sur un piédestal de la pop culture, quoi. En tout cas, on a été tout seul, je te confirme. Mais en l'occurrence, je trouve que peut-être que dans 20 ans, on se dira, en fait, c'est aussi marque. Enfin, ça aura autant d'importance en fait que le Matrix, le premier dans son époque, pour refléter ce qu'on vit aujourd'hui. Mais on n'a pas de recul. Moi, je trouve ça très compliqué d'essayer de les comparer, alors que on a un peu le nez dedans et dans notre époque. En sortant en 99, tu te disais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, enfin, là tu sors. Ouais, mais alors je vais dire un truc. Justement, je vais dire un truc. Moi, je sors de Matrix 4 et je me dis, j'ai jamais vu un film qui me parle comme ça, de cette façon, du cinéma. Ah non, moi je suis plutôt d'accord avec Johan. Je sors de là, je me dis, la claque visuelle que j'ai prise. Mais c'est pas le propos. C'est pas les mêmes critères. Certes, mais au-delà du propos, je me dis, là j'ai vu un truc de ouf. J'étais pas prêt et personne n'était prêt pour voir ça. Mais tu vas pas chercher. Moi, je suis comme Juliana sur le coup. Enfin, quand tu vois tout ce qu'on appelle les legacy sequels là-dessus, on en a vu quand même pas mal ces dernières années. J'avais vu, Spider-Man, on en parlera après. La semaine d'avant, et reprendre ce qui a été fait là pour Matrix comme suite, cette formule de suite de films qui arrive quelques années plus tard. On a la formule Star Wars, on a la formule Blade Runner, on a la formule de tout ce qu'on veut. Un Matrix 4, c'est le seul à être comme ça. Non, mais pour le coup, après, c'est un truc de goût. Oula. Ouais, mais tu trouves il nous reste. C'était très bien. Jurassic World, pour moi, c'est un film qui interroge le fait de faire des suites. Ils l'ont fait 5 ans avant Matrix. Ouais, mais de manière tellement pour moi, par rapport à Jurassic Matrix, World, c'est juste le doudou en plus. Enfin, Jurassic World, c'est horrible. Pardon, je peux pas parler. On en parlera le jour où je donne rendez-vous à la sortie du Jurassic World 3. Il nous reste 2 minutes. Je vais pleurer. Donc on a vu tout cet aspect méta, et moi je vous rejoins, Vesper et Juliana, sur l'importance et l'intelligence de ce propos qui critique à la fois ce qu'il a été en tant que IP, que propriété intellectuelle, mais aussi tout le marché des blockbusters. Et dans une époque où on ne peut pas faire un film si on n'a pas une grosse licence, et où si c'est pas une suite ou un truc comme ça, où les producteurs sont frileux pour y aller, si on n'a pas, donc je trouve que ça dénonce beaucoup de choses de ce côté-là et que c'est particulièrement intelligent là-dessus. Je vous rejoins complètement. Mais c'est vrai que dans la forme derrière, passer la Horde, qui est une super idée, où on a réussi à faire des zombies sans zombies, mais qui est quand même ultra flippante avec ces gens qui se jettent et qui deviennent des bombes, je trouve ça visuellement ultra impactant.
tout le reste, j'ai tendance à rejoindre par contre beaucoup plus Nanix, dans le sens où les combats, c'est pas du one-looping, donc en termes de chorégraphie, c'est un peu pauvre. Et effectivement, c'était pas le propos. Je suis d'accord. Et je pense que si les gens sont aussi déçus aussi, c'est parce qu'ils s'attendaient à voir un Matrix et ils ont eu quelque chose qui disait non mais attendez les gars, vous vous rendez pas compte qu'on vous sert du fast-food tout le temps. Et peut-être qu'il faudrait d'autres choses. Enfin, c'est juste ça. Le problème, c'est que le premier Matrix, il est mythique à tous les niveaux. Même si moi, j'ai mis en avant la partie visuelle, vous avez mis en avant la partie scénario, on va se rejoindre sur un point, c'est que ce film, c'était un banger à l'époque où il est sorti. Le propos, tu sors de là, tu te dis, il faut que j'aille revoir le film, j'ai pas tout compris, ou j'ai peut-être manqué de quelque chose. Tu réfléchis après le film. Et c'est peut-être aussi pour ça que le deuxième et troisième, enfin surtout le troisième, a été moins apprécié. Surtout, c'était une claque, t'avais des effets spéciaux jamais vus, les chorégraphies étaient dingues. D'ailleurs, après, ça a été repompé. Réutilisé, réamélioré. Enfin, je veux dire, Matrix, c'est une base pour ça. C'est une icône de la pop culture pour ça. Aussi bien pour le scénario que pour la qualité graphique. Quand je suis parti voir ce film, les scènes de combat, c'était mou, c'était pas bien chorégraphié, bref, c'était naze. Non mais là, ils jouent justement là-dessus, excuse-moi, je te coupe, mais tu vois, ils disent, tu vois, le bullet time, au final, bon, c'était pas grand-chose. Oui, mais... tu vois, il y a un jeu là-dessus. Ouais, il y a un jeu là-dessus, mais c'est dommage parce que c'est quand même, entre guillemets, malheureusement, même si c'est pas ce qu'elle aurait aimé comme héritage, ça reste la signature de la licence Matrix. Et au niveau des effets spéciaux, tu te dis, c'est un film qui a toujours été très haut en termes de qualité. Et il y a des effets spéciaux dans le film que j'ai trouvé carrément super gênants. Des effets de ralenti, de pause, c'est mal fait. Même il y a de la CGI, tu vois les trucs, enfin, c'est limite presque dégueulasse sur certains aspects. Je me suis dit, mais... Même, je trouve pas ça exceptionnel, mais je peux pas aller jusqu'à dire que c'est dégueulasse. Oui, regarde, il y a des effets spéciaux. Regarde des films avec des requins, tu vas voir. Et d'ailleurs, pour la... Pardon. Non, j'allais dire, je rajouterais juste que moi, ce qui m'a manqué aussi, c'est la musique. Moi, je trouve que la musique de l'original, elle est... La reprise est abominable à la fin. Vraiment en dessous. Oui, c'est pas marquant. Mais en plus, pour revenir justement sur ça, en fait, on voit bien que Lana, ce qu'elle a voulu faire, c'est... Elle n'a pas fait Matrix 4, elle a fait Sense8 bis. On voit bien d'ailleurs que tout le crew de Sense8 revient. Tout ce genre de choses. Donc, en vrai, c'est vraiment pas c'est pas un film pour des gens qui. C'est pas un film pour les fans de Matrix. Surtout. C'est ça. C'est ça. Elle le dit en faisant son film, tu vois. Et elle le disait justement. Donc du coup, c'est pas. Enfin, attention, on est dans les spoils, on s'en fout, on y va. Mais elle le disait elle-même que. En fait, c'est un soir, elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle allait vraiment mal. Elle pensait à ses parents qui étaient décédés. Et en fait, à un moment, ça lui est venu où elle s'est dit que le deuil, ça la faisait tellement souffrir que elle s'est dit, mais en fait, j'ai l'occasion de ressusciter Neo et Trinity, qui sont les deux autres personnes les plus importantes de ma vie, en fait. Et quand elle a commencé à écrire tout ça et à y réfléchir, c'est ça qui lui a fait du bien. Et qui a été le vrai début en fait de Matrix Résurrection. C'est clairement plus une psychanalyse de Lana Wachowski que un nouveau film pour les fans de Matrix. Donc voilà, c'est sûr que toi t'arrives, évidemment, et moi aussi, quand je me suis posée, je me suis dit, allez, super, moi on y va, file-moi des bullet time et des séquences qui cassent des bouches. En plus, justement, on parlait de John Wick tout à l'heure, tu te dis, bon allez, on a vu que Keanu, il était bien en forme aussi, Carrie-Anne Moss, elle est toujours au top dans sa vie, donc pas de souci. Et c'est pas ce qu'on t'a donné, donc la frustration, je la comprends vraiment parfaitement. Mais je suis d'accord avec ce que... Voilà. Je pense quand même les fans s'attendaient à voir John Wick dépressif pendant 45 minutes. Non, mais c'est ça aussi. Moi, juste pour terminer, si vous voulez, parce que l'heure tourne et qu'on a déjà dépassé un petit peu, au-delà de tout ça, parce que je pense que ce propos, il était important, il fallait qu'il y soit. Sur la forme, si à partir du moment où on se dit qu'il y a quand même une cohérence, ils n'ont pas fait un documentaire, par exemple. Ça a été, c'est quand même une suite, donc il y a des règles, un univers. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il y a des choses qui sont illogiques quelque part, comme ce nouveau Morpheus qui est... alors, les sentients, les machines qui sont plus toutes méchantes, je trouve ça hyper intéressant de mettre moins de manichéisme, mais d'avoir c'est l'agent Smith plus Morpheus d'un côté, mais il y a quand même l'agent Smith de l'autre, mais on ne sait pas... Voilà, c'est tout ce truc-là que je trouve qui est pas bien raconté, et pas... donc même quand on est dans le film et dans ses codes... j'ai quand même des choses à dire aussi, mais ça n'empêche pas que je suis complètement en phase avec la proposition de lecture du cinéma qu'il peut y avoir. Et plus sur les costumes quand même. Le travail de costume, on l'a revu là sur la 7, il est incroyable. Est-ce que, Johan, tu avais quelque chose à rajouter, quelque chose que tu voulais... Non, que Neil Patrick Harris, faut qu'il arrête. Ah ouais, moi, voilà. je l'aime pas. Peut-être juste ça. Ouais, vraiment, il n'est pas très fan très bon dans le film.
Et pourtant, la scène du garage, je trouve qu'elle avait un peu de panache. Bon, allez. C'était donc, vous avez compris, Matrix Divise. Matrix 4 n'est pas forcément le film attendu par les fans, mais ça n'empêche pas qu'il a un vrai propos si on arrive à se fader 148 minutes, parfois un peu opaque et très bavarde. Un peu biaisé comme façon de présenter. C'est un propos super intéressant. C'est un super propos, il est hyper important, mais il aurait peut-être gagné à être plus accessible. Ça mérite peut-être un deuxième visionnage aussi comme film, je trouve. C'est pas mal ça, il aurait gagné à être plus accessible, c'est pas mal ça. Ouais. Tu vas garder ta fan faute. Je ferais pas mieux aujourd'hui. Ou alors je mets Didier Gustin dans le... comment tu conclurais? Non, c'est parfait. Je me plie. On a 5 minutes de retard, on passe à Spider-Man. Et si, parce qu'ils sont réactifs, merci Chloé. Du coup, on va donc vous parler de Spider-Man, donc balle au centre, s'il y a des animosités entre vous. A priori, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, qui ont aimé. Du coup, je parle de Matrix, là, donc. Du coup, on enchaîne avec Spider-Man No Way Home, et là, encore une fois, on va vous mettre un petit disclaimer. Rendez-vous à 50. Si vous souhaitez ne pas être spoilé, puisqu'on va concrètement parler de Spider-Man No Way Home et un petit peu faire le point enfin sur le MCU. Et donc, je vous conseille d'être aussi à jour sur Hawkeye. En attendant... Ça va ? Moi, je suis pas à jour. Okay. On essaiera de pas, mais un peu. On peut pas revoir tout Matrix et regarder Hawkeye en même temps, tu vois. Il y a des choix de... Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, restez avec nous si vous avez vu le film, puisque, écoute, est-ce que là, le pitch, tu le sens, mon cher Yohan ? Spider-Man, tout à fait. Allez, let's go. Je ne suis pas du tout préparé. Nous sommes à la fin de Spider-Man Far From Home. Peter Parker a tué Mysterio. Enfin, non, pas vraiment. C'est ce que Mysterio... Mais méchant. Déjà il y en a dans le pitch, quoi. Et Mysterio envoie une vidéo qui... vous vous souvenez de la fin de Far From Home, qui fait que J. Jonah Jameson, le patron, le rédacteur en chef du Daily Bugle, annonce que Spider-Man est un salopard et qu'il a tué ce grand défenseur de la vie qui est Mysterio. Et donc, Spider-Man est démasqué, il s'appelle Peter Parker, tout le monde sait qui il est. Et donc à partir de là, c'est le début des emmerdes. Et sauf que l'ami Peter Parker va voir son ami Doctor Strange, il y a beaucoup d'amis dans ma phrase, et lui demande s'il n'aurait pas un petit sort pour bousculer un petit peu tout ça, effacer la mémoire des gens et permettre de retrouver un monde normal où personne ne sait qu'il est Spider-Man, à part peut-être quelques personnes. Strange va essayer, Peter Parker va pas arrêter de l'interrompre pendant son sort, et là ça ouvre le multivers et le retour de plein de personnages emblématiques des différentes sagas Spider-Man. Fin du pitch. Et donc on retrouve comme point d'entrée pour plein de personnages issus des autres films, trilogies et arcs Spider-Man, une logique qui est tous ceux et celles qui savent que Peter Parker et Spider-Man potentiellement peuvent rentrer dans la timeline MCU. C'est ça au final, le sort fait ça. Rentre parce qu'ils ont aussi conscience qu'il n'y a que 3 trilogies de films qui ont été faites, donc en fait il n'y a pas d'autres Peter Parker. Du coup, j'ai une question pour les spécialistes. J'ai une question, j'y vais direct sur la scène post-générique. Donc... C'est con, c'était mon point 12, mais vas-y. Non, mais vas-y. Du coup, le Venom joué par Tom Hardy, il est au courant que Spider-Man et Peter Parker ? Oui, parce qu'à la fin de Venom 2, il y avait une scène post-générique. Ouais, il y avait une scène. On n'est pas Venom 2, donc ceci explique ça. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Il est pas. C'est plus compliqué que ça, parce que la scène post-générique Venom 2, elle est directement liée à la scène post-générique de. En fait, il se réveille dans le monde de Peter Parker. Oui, mais en fait, Eddie Brock, c'est est-ce qu'il était. Ça fait partie de la cohérence. Bah oui, Tom Hardy ne sait pas que Peter Parker est Spider-Man. Parce que le Venom de Spider-Man 3 de Sam Raimi, lui, il le sait, mais c'est pas lui qu'on retrouve. Alors justement, il regarde. Ouais, mais c'est le symbiote. Ouais, mais qui dit Peter Parker et Spider-Man. Alors, mais donc il est dans le même monde. Je vais y arriver. S'il vous plaît. Voilà, je l'ai, si vous voulez, parce que j'ai fait mes devoirs. En gros. Dans les comics, il s'avère que Venom, quel que soit le Venom, le symbiote, partage un esprit collectif dit de ruche entre tous les symbiotes de tous les multivers. Merci. Ce qui fait qu'un symbiote apprend un truc, tous les symbiotes de tous les multivers le savent. Ce qui est très il le reconnaît dans l'écran. Comme Topher Grace à la fin de Spider-Man 3 de Sam Raimi a appris que Peter Parker est Spider-Man, Venom est télétransporté Il est attiré par la télé. directement par le sort. Et
Comme c'est un personnage absolument détestable, il le dégage aussi vite du MCU. Il a juste le temps de laisser un petit peu de voilà. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est ça la réponse des scénaristes en l'occurrence, et dans les comics c'est expliqué comme ça. Très bien. L'esprit de ruche et ça peut permettre d'autres choses. Ça C'est que sort bien quand même. s'il continue le Sony Cinematic Universe avec un Spider-Man qui pourrait être Andrew Garfield, je sais pas, le symbiote, le Venom de Tom Hardy pourrait communiquer avec le nouveau Venom qui est intégré au MCU pour envoyer des informations entre les différentes. Oh là, j'espère pas. Donc du coup, on aurait un Tom Hardy Venom qui affronterait Andrew Garfield, on aurait un nouveau Venom. Peut-être, mais là on va beaucoup trop loin et c'est que des suppositions. D'accord. Mais vous l'avez entendu là la première fois. Donc on se replace dans le film qu'on débriefe là, puisque mon point MCU c'était à la fin, c'est la post-générique. Non, c'est pas grave. Ça me travaillait trop, il fallait que je vous pose la question. Donc, Spider-Man No Way Home, déjà de base, combien vous lui mettriez d'étoiles sur 5 C'est quoi ton expression ok tiers? Je suis ok moitié. Ça fait quoi moitié, ça fait 2,5 sur 5. 2,5. Sur combien sur 10? Sur 5. J'ai 2 notes, j'ai la note un peu cœur et la note après quoi. Ouais. Non mais 2,5, allez, je vais rester. 2,5. Ça me permet de dire mon Pareil, c'est la note de la séance et la note quand tu commences à réfléchir. Donc il y a un gros delta entre les deux. Et donc tu te maintiens. Ouais, 3 sur 5, mais bon, un petit parce que 3. je suis sympa, ouais. Manique. Ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est pas évident. Tu trahiras pas Marvel si tu dis que c'est naze. C'est pas grave. Non, parce que c'est pas naze. C'est pas naze, c'est ça le Allez, problème. je vais faire mon Marvel Addict 4. Allez. Moi je vais être à 3,5, hein, donc tu vois. Ouais, on n'est pas loin. Je passe à 3. Allez, on passe à 3. Là. Je vais laisser notre ami et nos amis parler du côté Marvel. Moi, j'ai trouvé un truc formidable dans le film, et c'est tout ce que j'ai aimé du film, parce que le reste, je m'en fous un peu, que Tom Holland et Zendaya sont incroyables. C'était pour ça que j'allais le voir. Je les trouve. Et en fait, quand je les ai vus, je me suis dit que c'est un couple à la Jack et Rose dans Titanic. Je trouve qu'ils ont cette espèce d'aura de stars de cinéma qui vont traverser les années. Je leur souhaite de faire plein de choses, mais je les ai trouvés. En plus, quand on sait qu'ils sont, enfin, il y a un joli petit couple dans la vie et tout, mais ils sont vraiment lumineux, super et tout ça. Et le parcours de Peter est hyper intéressant. C'est la première fois où il a une vraie évolution. Et tout ça. Voilà. Après le reste, le cabotinage des méchants qu'on rappelle, Andrew Garfield qui est mauvais comme un cochon. Enfin bref. T'avais dit que tu... Non. De l'écurie Ezra Miller, les gens qui en font des caisses, quoi. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas moins de sel chez toi en 2022 qu'en 2021. Moi je l'ai trouvé meilleur. Choquée, quoi. Tom Holland et Zendaya. Je suis trop choquée. Moi j'ai trouvé meilleur que Maguire en l'occurrence. Andrew Garfield, il essaye. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, Maguire. Donc il vient, tu lui dis viens, mais un collant, ramène-toi. Moi je suis contente. Moi c'est comme les repas d'anniversaire, les booms. Je suis contente quand les gens viennent, quoi. Enfin, c'est ça. Ah bah t'es venu. Bah ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Oh t'as pris un peu cher quand même. T'as l'air fatigué, mais. Du coup, enfin des enjeux pour Tom Holland. Ça tombe bien. C'était ma première question. Ce côté un peu plus dramatique. C'est vrai qu'il survolait un petit peu les Spider-Man 1 et 2. Il était comme un ado pour qui, un peu chien fou, pour qui tout était facile ou difficile, mais c'était pas très profond. Et là, même la décision... Il y a le décès de Stark quand même qui l'affecte un petit peu. Là, qui prend à la fin, parce que en fait, c'est quelque part, c'est quoi un vrai héros? C'est quelqu'un qui prend une décision quand personne ne le sait. De toute façon, Spider-Man, c'est ça. Il y a un deuil. Et il y a une décision à prendre et un sacrifice à faire. Ça a toujours été le cas avec le Peter Parker de Maguire, c'était le cas avec celui d'Andrew Garfield. Là, jusqu'à présent, dans le premier, tu n'avais pas cette notion de sacrifice. Tu l'as un petit peu dans le deuxième, légèrement. Et là, dans celui-là, il y a le deuil. Parce qu'enfin, lui, il n'avait pas perdu, il n'avait pas la mort d'Oncle Ben qu'on avait pu vivre comme avec les deux autres Peter Parker. Là, il perd quand même Tante May qui n'est pas rien dans sa vie. Il y a le côté, il y a le deuil, puis il y a le sacrifice, c'est-à-dire, je vais perdre ce que j'aime le plus, à savoir Mary Jane Watson, mes repères, mes amis, pour assumer ma bêtise. Le deuxième deuil, parce que du coup, Tony Stark, ça l'a quand même bien. Mais moi, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont complètement conscience de ça. Et c'est, en fait, ce qui m'a bien plu dans ce film, je crois que c'est ça ne se prend pas pour ce que ce n'est pas. Et ils ont une conscience totale des faiblesses scénaristiques du truc et ils les assument. C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment où, quand il est en train de lancer son sort avec Doctor Strange, que Doctor Strange lui dit « Non, mais je comprends, si tu es allé les voir à la fac et que tu leur as demandé, que tu as un peu plaidé ta cause et que en fait, c'est un gamin. Et bien sûr que la première chose à laquelle il a pensé, c'est plutôt d'aller voir mon copain Avenger plutôt que d'aller demander à la fac de nous intégrer ou d'intégrer ses potes. »
je trouve que ils ont tellement conscience que en fait c'est du vent. Enfin, le début de ce scénario, c'est quand même très, très faible. Le fait qu'ils l'assument renforce, je trouve, le pouvoir de départ de cette histoire et font que le personnage qui est hyper, au début, dans un petit monde avec des petits nuages, mes copains, la fac, le machin, la chute n'en est que plus efficace à la fin et le deuil et le choix qu'il fait final, pour moi, le rapproche des Spider-Man, donc des autres versions, qui, moi, m'ont plu parce que j'aimais cette profondeur de personnage, en fait, que Peter Parker, c'est des conneries que tu fais à un moment et qui t'amènent à réfléchir sur comment tu peux protéger les autres qui sont encore là. Enfin, je sais pas si c'est très clair. En fait, ils ont enfin fait ce qui manquait, c'est-à-dire que je pense notamment au premier. D'ailleurs, je trouve que ce film est beaucoup un hommage aussi au premier, pas que à la franchise, enfin à la trilogie. Ce qui aurait dû être une trilogie, je pense au film d'Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man. Mais il y a aussi ce côté, il est prêt à tuer le bouffon vert à la fin. Tout comme Peter était prêt à tuer retrouver l'homme qui a été responsable de la mort de son oncle et de le tuer. Il y a toujours cette notion entre la balance entre se venger totalement et rester dans les valeurs avec lesquelles on l'a éduqué. Et ça, on n'avait jamais... Même si c'est un petit peu suggéré avec Mysterio dans le deuxième et finalement il prend le parti de ne pas le faire, on sent vraiment la bascule du personnage. Moi j'aimais ça pour ça parce que c'est la principale chose qui m'intéressait avec ce Peter Parker là. C'est-à-dire que clairement il m'a fait chier dans Homecoming, il m'a fait chier dans Far From Home. Je me dis est-ce qu'à un moment donné il va grandir? Et j'ai trouvé la façon de l'amener super bien faite, au moins pour ça. Au moins déjà il réfléchit à des trucs parce qu'il est plus le sous-fifre de Tony Stark. Ouais. Il y a ça aussi, c'est qu'il commence enfin à s'affranchir de tout ça pour de bon, parce que tout le propos du deuxième, c'est vraiment de se dire il a ses lunettes, le costume et tout, et de réapprendre à vivre en tant que Spider-Man tout seul et pas le petit filleul du mec riche d'à côté, quoi. C'est ça. Est-ce que on l'a dit, le retour des deux anciens Spider-Man, pour vous, c'est réussi ou pas? Oui, moi je trouve que ça fonctionne. Pardon. Moi, ça a fonctionné. Enfin, moi, ça m'a. Alors, j'avoue que ça m'a un peu filé les frissons au cinéma. Après coup, je me dis c'est parce que ça fait appel à des trucs qui sont tellement ancrés dans mon adolescence. Moi, Spider-Man, j'étais allée le voir 4 fois et quand je sortais du cinéma, celui de Sam Raimi, j'étais comme ça, quoi. Enfin, c'est un truc, je pense, qui a marqué ma cinéphilie et donc le fait qu'on raccroche les wagons, ça me touche. Après, pour être totalement transparente, je suis vraiment très déçue que ça soit réalisé comme c'est réalisé et que ça aille pas au-delà. En fait, il me manque la virtuosité de Sam Raimi derrière. C'est que ce Spider-Man-là, réalisé par Sam Raimi... Alors, je sais que je n'ai pas le choix, je peux pas... Mais en fait, je trouve que c'est fade, en fait. Ça marche parce que ça fait appel à des choses en moi qui sont ancrées dans mes souvenirs, dans ma sensibilité, mais c'est que pour ça que ça fonctionne. C'est que je trouve que la mise en scène, elle est vraiment pas ouf. Je veux pas dire qu'elle est ratée, parce qu'elle est rien, en fait. Pour moi, non, mais c'est vrai, les plans, ça ne m'évoque rien. Je pense que les plans de Sam Raimi, ils vont rester... Alors peut-être parce que j'ai beaucoup vu les films aussi à l'époque, mais il y a une volonté de mise en scène, mais parce que pour moi, c'est un vrai metteur en scène derrière. Et là, j'ai l'impression que c'est un technicien. J'ai l'impression que c'est un mec qui est venu filmer au service, un peu, pour faire plaisir au plus grand nombre, pour que tout soit très lisse et très bien. Et pour moi, ça manque de sincérité et d'émotion. La seule sincérité, la seule émotion qu'il y a, elle y est parce que les comédiens sont bons et qu'ils arrivent, et les personnages sont plutôt bien foutus. Et ils arrivent à me transmettre quelque chose et et ça fait appel à un autre truc pour moi. Mais sinon, moi, je trouve que j'ai pas un plan dont je vais me souvenir dans ce film, en fait. Moi, j'en ai un. Vas-y. Oui, je te rejoins parfaitement là-dessus. Je trouve qu'il n'y a pas de plan iconique comme on a pu avoir avant. Même dans les films de Mark Webb, là, j'ai revu passer sur Twitter quelqu'un qui avait refait des petits gifs. Je les ai pas revus récemment, les Amazing Spider-Man, mais les moments de virevolte un peu dans les airs et tout, ces moments-là dans les films de Mark Webb étaient en plus assez sympas. Que ça, on n'a pas trop ça. Et là, tu t'attends à la fin quand même à avoir des plans incroyables. Ils se battent sur la fucking statue de la liberté. Et grâce à l'homme des sables, dans le brouillard. Tout voilà. Et c'est dans le brouillard. La scène de virevoltage avec Zendaya du début. Elle est marrante, mais je retiens rien de cette scène. Au moins, ils vont dans le métro, quoi. C'est ça. La scène où il l'embarque au tout début. C'est un peu pauvre. C'est un peu pauvre. L'échafaudage, c'est un peu moche. Et en fait, c'est ça, c'est que pareil, c'est le petit côté millénial. J'avais 10 ans quand c'est sorti le premier, tout ça, machin. Quand j'ai vu tout le monde arriver, mon petit Kokoro a fait un petit bond aussi. Toute la salle a hurlé comme des putois. Moi aussi, j'étais contente.
Et c'était un super moment de cinéma. Ça fait 2 ans que c'est la merde dans le monde et tout le monde était content. Voilà. Surtout, ça avait leaké, on voulait savoir si ça allait vraiment Oui, arriver, alors quoi. voilà, moi j'ai essayé de m'éviter les tweets, mais bon, j'en connais sur ma TL qui, pendant 1 an, n'ont pas pu s'en empêcher. Mais bon, bref. Et donc ça fait plaisir, mais effectivement, tu te dis, ah mince, c'est dommage quand tu fais revenir un peu tout le monde, de peut-être mieux diriger l'un, mieux diriger l'autre, peut-être rajouter des choses, et que l'émotion, en fait, elle vient parce que toi, dans ton petit cœur, tu sais qu'Andrew Garfield, il a super mal vécu la fin, de ne pas avoir sa trilogie terminée. Donc quand tu le revois revenir dans le film et que tu le revois avoir des scènes qui rachètent un peu le traitement qu'il a eu, bah, du coup, en fait, c'est toi qui es legit. Et c'est pour ça que je suis pas contente. Parce que c'est pas à moi de faire le job normalement. Exactement. C'est pas le film qui le fait, c'est le spectateur. Si, j'en fais un petit peu, je fais un pas, tu vois. Mais je veux dire, c'est ça. C'est le spectateur qui fait le travail. C'est ça. En fait, c'est quand même censé. On est censé t'apporter des choses. Je vous trouve dur après. Là-dessus, après, on est dur, on fait exprès, mais non. Mais... Et en plus, j'ai bien aimé, tu vois. Donc, autant la partie où ils discutent en mode t'as toujours pas trouvé ta Mary Jane, j'ai trouvé ce moment-là hyper intéressant. Mais oui. Où Tobey Maguire limite en mode psychanalyse. Moi, je m'en suis. C'est celui des 3 en plus qui sont finalement. Les échanges entre les 3 sont très légers, mais je les trouve hyper intelligents. Mais oui, voilà. mais c'est scénaristique, c'est pas la mise en scène finalement. Par contre, il y avait un moment dans la bande-annonce finale, le fameux gant qui rattrape Zendaya, où à l'époque, je me rappelle, j'avais tweeté en disant, vous inquiétez pas, ce sera pas Tom Holland, ce sera forcément Andrew Garfield, la scène elle est trop iconique pour ça. Je me suis dit, ils vont faire un truc de ouf. Et quand la scène arrive, j'étais là en mode, c'est pété quoi. Alors, t'es d'accord alors moi, c'est la seule scène que vraiment je défendrai jusqu'au bout. Ah ouais. J'ai bien aimé l'idée est géniale. Au-delà de tout, c'est le regard d'Andrew Garfield à ce moment-là. Ouais. Je le trouve d'une pertinence exceptionnelle. Et quand tu refais le dialogue, t'as Zendaya, il lui dit ça va, elle dit oui, et elle lui redit et toi. Et toi ça va. Tu vois, juste ça. Ouais. Et nous, on comprend tout, c'est ce que tu disais, et de tout ce que ça représente, cette espèce de catharsis que lui accomplit, etc., etc. Ça, je trouvais que c'était le truc. Enfin, tu vois, il y a eu plusieurs moments de waouh dans le cinéma. Là, pour moi, c'est le seul qui se méritait vraiment. C'est-à-dire que même l'arrivée, je la trouve déjà, c'est dans une vieille ruelle. C'est son pote là qui, il est magicien. Enfin, tu vois. Je vais vous dire un truc, je pense qu'un meilleur réal, je vais pas dire parce qu'il c'est pas un mauvais réal, mais un meilleur réal. Je pense que si tu n'as pas le passif des autres Spider-Man et tu regardes cette scène, elle est censée t'émouvoir alors que tu ne connais pas ce qui s'est passé avant. Je pense que si tu ne connais pas ce qui s'est passé avant, c'est impossible que tu sois ému par cette scène comme on l'a été. Tu sais que pour moi, quel est le souci de cette scène, c'est que en fait, elle est téléphonée. Dans le sens où la chute, tu la vois. Non mais dès que les arts arrivent, tu sais, c'est bon, elle va tomber Zendaya. Mais il y a forcément, tu vois que Tom Holland peut pas aller la chercher, Tobey Maguire, il apparaît pas à l'image là, tu dis c'est forcément Andrew Garfield qui. Non mais il y avait une phase. Il y a un truc satisfaisant. Non mais oui, mais c'est là où je suis d'accord avec vous. Dans la mise en scène, il y avait mieux à faire pour la rendre. Pour moi, c'est une scène qui doit être pas légendaire, mais iconique, vraiment. Enfin, elle doit être elle doit donner plus d'émotion que ce que tu te procures au cinéma. Là, en fait, le truc, c'est qu'on me disait tout à l'heure que Matrix 4 était pas un film pour les fans de Matrix. Là, au contraire, on est dans un film qui est complètement pour les fans de tous les Spider-Man. D'ailleurs, qui ont tout vu. Quand les deux arrivent dans la scène de la cuisine, là, en fait, c'est justement l'anti-Matrix 4. Voilà, ça fait quand même 6 ans qu'on le demande, ce film. Et donc tout le monde applaudit parce que ça fait 6 ans que tu l'attends. Mais du coup, est-ce que ça en fait une bonne scène ? Je sais pas. Mais si ça avait été vraiment un film pour les fans de Spider-Man, il aurait mis Sam Raimi à la réalisation. Il lui aurait laissé carte blanche. Mais il est occupé, Sam Raimi, là. Peut-être il y a un autre univers où Sam Raimi a réalisé ce film. C'est ça. Et où on est quand même satisfait. Mais il y a quand même un truc, c'est que je suis complètement d'accord avec vous, c'est très plan-plan en termes de mise en scène, il n'y a pas beaucoup d'inventivité ou même de colorimétrie de tout, sauf une scène particulière qui oppose Strange à Peter Parker, encore une fois. C'est la meilleure scène du film. C'est visuellement, là il se passe des choses un petit peu et ça donne beaucoup d'espoir sur le Doctor Strange 2, notamment réalisé par Sam Raimi. Le truc dans le monde bizarre là. Ouais, le truc des miroirs. Toi t'aimes pas ça ? C'est ce qui était dans Strange quoi. C'est vrai que quand tu compares la scène du train, etc., où il se bagarre, où il l'emmène dans la réalité, j'ai plus le terme, excuse-moi. Miroir, merci. La dimension miroir. Là, tu te dis, c'est incroyable en termes de technique et visuellement parlant. C'est vrai que c'est. Après, pour l'avoir vu plusieurs fois, lorsqu'il y a les 3 Spider-Man qui se battent contre les méchants à la fin, tu prends moins une grosse claque. En fait, c'est stylé parce que tu l'attends et que ça marche, mais c'est beaucoup moins impressionnant que cette scène-là.
Et d'autre chose, on a parlé de beaucoup des Spider-Man, mais on n'a pas trop parlé des méchants. Et moi, j'étais quand même content d'avoir même si le scénario pour y arriver est franchement poussif, comme c'est pas permis, mais d'avoir à la fois un bouffon vert qui a pris un power-up monstrueux pour être au niveau MCU, parce que jusque-là, Norman Osborn, il volait, il envoyait des bombes, mais maintenant, il peut se battre et défoncer les murs quand même, donc il y a quand même un power-up. Mais surtout, Alfred Molina qui, qu'on voit une fois qu'il a la correction de sa puce, qui fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il repasse du bon côté. Enfin, c'est hyper important quand même comme truc. Et je sais pas comment ils vont se dépatouiller avec tout ça pour la suite. Entre ça et entre genre on l'a oublié, mais par contre Happy vient quand même sur la tombe à la fin. Il y a des choses qui sont. Parce que oui, c'est compliqué. Là, je pense qu'ils vont avoir du mal à retomber sur leur. Enfin, ça va être du ta gueule, c'est magique. Enfin, je pense. Moi, je pense qu'ils vont annuler le sort au bout d'un moment là de d'oubli. Ouais. C'est obligé. En fait, là, ça rajoute beaucoup d'incohérences, et la suite, ça va en rajouter encore plus. Donc, au bout d'un moment, c'est soit s'en foutre, effectivement, soit reboot. Parce que le sort, on est d'accord que c'est les gens oublient Peter Parker et parce que c'est vrai que ce truc de Happy, Spider-Man du coup. Oui, non mais ce truc de Happy, c'est quand même bizarre qu'il ait daté Tante May et qu'il sache pas qu'elle est un neveu. Enfin, c'est. Oui. Non mais c'est très compliqué ça pour justifier le. Dès que tu commences à te poser des questions, en fait, c'est fini. Faut pas se poser de questions. Contrairement à Matrix 4, dès que tu commences à te poser des questions, ça commence. C'est l'instant popcorn. Par contre, pour revenir sur les méchants et sans encore faire mon relou, mais j'ai trouvé ça vraiment gênant la scène où ils sont les 6 là. C'est la scène parmi sketch. Les meilleurs comédiens du monde, tu leur fais faire ça, mais c'est pas possible. Alors moi je trouve qu'il y a des répliques qui fonctionnent, mais c'est au milieu de trop de trucs moyens. Et Jamie Foxx, faut qu'il arrête, faut qu'il fasse des pubs pour l'ordi là. Je sais plus. Ouais, mais l'avantage c'est que cette fois-ci, on lui a rendu grâce, il a un vrai costume d'électro. Il était vraiment. Et quand il fait l'électricité, il a le masque. J'aime bien Jamie Foxx dans l'enfer du dimanche. Oui, grand film. Mais là il est mauvais comme un cochon là. Ah bah oui, il est pas bon. C'est surtout la justification de. Ah mais ici l'électricité elle a changé de couleur. Molina est super et comment il s'appelle, Willem Dafoe qui arrive à donner 2 visages. Après moi j'aime pas spécialement le personnage du bouffon vert, mais par contre ce qu'il fait en termes de quand il se prend des patates et qu'il continue à sourire. Moi j'aime bien Jamie Foxx, du coup on a assumé le fait que maintenant il était BG et qu'il était Jamie Foxx quoi. Oui, on a arrêté de lui mettre une mèche à la Gollum. Non mais c'est ça, vraiment non mais l'électricité pas pareil, du coup je suis BG, je me suis dit OK. Il y en a un qui me plaît beaucoup, excusez-moi, il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est tous ils arrivent dans un nouvel univers, ils ont compris. Et ça les fait pas flipper qu'ils ont changé d'univers et ils sont ah ouais c'est vrai là franchement ils ont vu tellement de trucs après le public on le sait par le qui est méchant l'homme sable il est tous pas les personnages nous on le sait mais tous les personnages ils sont là ok on a changé d'univers très bien il y a des multivers c'est genre tu dis pas what la moitié c'est des scientifiques et tout ils ont déjà tout vu tu vois ouais va dire c'est l'homme des sables ouais la moitié c'est pour ça que j'ai la moitié mais c'est un plan du scénario qu'on a passé sous silence mais ça c'est le truc qui m'a le plus dérangé à l'arrivée d'Andrew Garfield. Peut-être que c'était plus long aussi et qu'il y a des choses qui sont passées là. Tu aurais tenu 3h39 toi pour. Donc une demi-heure de quoi? On est dans un multivers. Qu'est-ce qu'on va faire? Des trucs qui m'a manqué un peu sur les. Few years later. J'aimais bien dans le premier, je perds les noms. Le Sam Raimi? Non, dans le premier de Tom Holland. C'est quoi déjà le Homecoming. Voilà. J'aimais bien le personnage du vautour parce qu'il avait les pieds ancrés dans le réel. Oui, moi aussi. Il s'est fait avoir par les Avengers. Il veut juste faire bouffer sa famille. Là, ils ont des ambitions. Ça n'existe pas. Tu t'en fous, mais en fait, en plus, les 2 premiers, en vrai, c'est des méchants de Tony Stark. Donc là, c'est pas mal d'avoir des méchants de Spider-Man, mais qui ont des psychologies qui... mais je les préfère aussi, mais du coup, ça compte aussi dans ce côté Spider-Man redevient vraiment Spider-Man et pas il essuie les pots cassés de Tony Stark 2 fois. Les motivations d'Electro dans ce film-là, elles sont pas très claires. Le lézard sert à quoi à part faire des blagues sur le lézard qui parle? Le lézard et l'homme sable, c'est des suiveurs dans ce film. Faut qu'on se bagarre, on y va, let's go quoi. Puis l'homme de sable, tantôt il est d'un côté, puis il change de côté. C'est suiveur, voilà. Petit point musique, quand même, le thème de Danny Elfman qui rejaillit à un moment quand on voit Tobey Maguire, ça le fait. On est d'accord là-dessus. Bien sûr que ça le fait. Oui, mais parce que ça fout les poils, parce que Danny Elfman c'est le meilleur compositeur de BO de Spider-Man de toute façon. Ce qui nous amène au petit point MCU dont de tout à l'heure. Donc la scène poche j'ai toutes les armes pour ce débat. Tout le passage de Peter Parker va être jugé, il a un bon avocat.
Ah oui. Oui. Il y a un Oui, bon mais ça, c'est avocat. sympa. Alors, je pense que pour moi, c'est peut-être la scène où j'ai plus queené du film. Hein. Comme quoi, Pareil. voilà. Alors, est-ce que J'ai t'avais lâché. comme le mec qui était à côté de moi qui fait « Oh !» Vraiment, je fais « Oui, Alors, j'ai pas fait ça, mais ça va aller, c'est bien. Bah, disons qu'il y avait Intérieurement, il y a eu un leak d'une image Ouais. et les gens avaient dit bah non, du coup, il est pas là. Et je me Ouais. suis dit bah en fait, s'ils le mettent pas dans cette scène-là, ils le mettront pas tout court. Et ils ont bien joué le coup avec les leaks, c'est que oui, il est dans le film, mais pas dans la scène que vous attendiez. Et c'est simple, tu vois l'image arrive, la scène arrive, elle s'ouvre avec la main sur la canne, j'ai hurlé. Littéralement, j'ai hurlé. De joie. T'es là en mode ah, il est là. Et Moi, en donc, même temps, ça me fait trop plaisir de voir des gens dans votre état au cinéma aujourd'hui. Alors, je me dis, il nous reste plus que ça. Hein, de toute façon. je parlais tout à l'heure Je parlais de quoi tout à l'heure? En plus, c'est Kevin Feige qui a dit 3 jours avant la sortie Oui. Ah non, mais vous inquiétez pas, Charlie Cox, ce sera toujours notre Daredevil. Je suis là, mais ferme-la, toi. Vraiment, le film, il sort. Enfin, c'était pas le moment de sortir sans contexte cette phrase. Du coup, maintenant, on s'attend à le voir. Ouais. Enfin, c'est- Je parlais tout à l'heure du power-up du bouffon vert, par exemple. Et là, on a quand même un Daredevil qui va plus vite que Spider-Man. Ouais. Et que son super sens. Qu'est-ce que nos experts en comics en déduisent? Que Daredevil, il va avoir un power-up aussi costaud? Non, mais parce qu'il est plus près de la brique. Il est plus près de la brique et puis il a des réflexes. En fait, il a des réflexes surhumains vu que il a développé ça. Il a pu développer tous ses sens bien plus que ceux que la moyenne des gens, quoi. Donc Oui, mais moi, Spider-Sense. oui, Moi, mais j'adore parce que c'est honnêtement, vraiment ultra mathématique. Ouais, mais Un la- tableau. la- Ah bah non, il est plus près de la brique. Après, Ouais, c'est tout, il est plus près de la brique, il a chopé la pour moi, brique. c'est une scène qui est pas. Il n'y a rien à comprendre à part que la brique part et clac, il a. Justement, c'est Ah le oui, côté. c'est petit. Ouais. Je suis plus qu'un avocat. Et ça, Peter Parker, enfin, eux, à côté, comprennent pas trop ce qui se passe. Ah ouais, machin. Lui, il est en mode, tu te fous pas très pas de ma gueule, toi, t'es vraiment avocat. Enfin, voilà. Donc, Et aveugle. Et aveugle. Ce qui est intéressant par rapport à la en tout cas l'introduction, la réintroduction du personnage dans le MCU, et c'est lié à Matrix, c'est que Jessica Henwick, elle devait jouer dans Shang-Chi, et en fait, elle a refusé pour faire Matrix, et aussi pour dire non, mais parce qu'elle savait, elle, que Charlie Cox revenait, et elle a dit mon personnage va sans doute revenir aussi. Ouais. Il faut que je me ferme la porte de pouvoir revenir. Ah, parce qu'elle oui. milite pour sauver Iron Fist. Et voilà, exactement. Donc, ok. C'est bien la il y a seule. un hein, lien. mais- Ah oui. Et donc le même jour que la sortie de Spider-Man, Incroyable. finale de Hawkeye, avec l'arrivée et le retour de Vincent D'Onofrio en Caïd. Tout à fait. Le même jour quand même, hein. Le même jour. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit du tout. Avec une chemise hawaïenne. Avec une Oui. chemise hawaïenne. Alors, c'est vrai que j'avais mis un petit tweet là-dessus en disant que c'était, je voulais pas voir un pseudo sosie de Magnum pour le caïd dans Hawkeye. Des tweetos m'ont gentiment rappelé attention, c'est un hommage à un comic, etc. Peut-être, enfin, faut se souvenir que le caïd qu'on a dans la série Netflix, il est badass de ouf. Vraiment, il a. Bon, est-ce que Attends, c'est pas est-ce que parce c'est qu'on le a une chemise même? hawaïenne qu'on peut pas être balèze. Attends, pas ça. Ouais, regarde Magnum. T'as eu peur, moi, j'en ai plein, non, et tu franchement, t'imagines pas. je te garde. Puis même déjà de base, Hawkeye. Par moi qui a vu la série, si tu l'as vu, Moi, j'ai Menrose. vu. Attention, alors par contre, on me dit, il est 51, donc pour le spoil, il va falloir faire... Ok. La série, elle est qu'on peut vraiment- parler sans spoil maintenant. Ok, mince. Bon, la série est vraiment pas ouf. Vraiment, la série est vraiment pas ouf, même en termes de réal, de jeu d'acteur, de scénario, etc. Il y a beaucoup de défauts, mais bon, ça, on y reviendra une autre fois, on y reviendra peut-être même pas. C'est parce que fun. c'est Est-ce qu'on pas- peut dire que c'est fun? Non, même pas. Ah, d'accord. Moi, je dirais même pas Moi, que je c'est fun. dirais- Vraiment, pour le c'est coup, fun. C'est un peu voilà. poussif, c'est un peu poussif. Voilà, et le Oui, Cade- mais- et le Cade qu'on nous présente dans la série Marvel Netflix, il impose quelque chose que je retrouve pas du tout dans Hawkeye. Alors, ce qui est dangereux, c'est que Vincent D'Onofrio nous dit attention, le Cade que je joue dans la série Netflix, c'est le même que je joue dans la série. il le dit, Netflix. ça Ouais, il l'a Ok. dit. C'est le même. Il n'y a pas de variant, etc. Peut-être Ça qu'il fait rentrait de peur, hein. vacances. hein, Enfin. Non, parce qu'il a une chemise sobre avant. Et 2 secondes après, il se lâche une chemise hawaïenne. Il Donc pensait voilà. qu'il Bah, il a Sur acheté vacances. pendant les vacances. Il est 52, donc on ne peut plus spoil que c'était le contrat qu'on s'était fixé. Et de toute façon, on a le journal des sorties à faire. Juste un mot sur votre ressenti si vous le souhaitez. C'est même Moi, pas je voulais obligatoire. juste Johan, un truc parce que sans spoil. Non, sans spoil. Et il faut quand même le dire, même si voilà, j'ai des réserves comme sur tout Marvel, un truc que j'ai tweeté et que je dois assumer ici, il faut quand même le dire. Non, c'est qu'on voit les chiffres qu'il y a eu aux US, et en fait, les seuls qui ont répondu présents dans les salles, c'est les fans de Marvel. Il y a tous les autres spectateurs qui ont lâché Spielberg, Guillermo del Toro, Ridley Scott, plein de réals qui se sont bananés. Donc il y a plein de gens qui disent ouais, mais il n'y a plus que Marvel, machin. Mais non, parce que les fans de Marvel, ils font le taf. Mais Donc c'est alors- plutôt aux autres de se bouger Ouais. les fesses pour sauver une autre forme de cinéma. Oui, après, la Voilà, question c'est c'est est-ce que si Spider-Man était sorti sur une plateforme en parallèle, on aurait eu autant de mouvements vers les salles? Et bon, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas. Non, mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, Ouais. c'est eux qui ont ramené les entrées qui sauvent. Oui, pour l'instant, tant c'est les mieux, fans de tant Marvel mieux, tant qui mieux, sauvent tant le mieux. cinéma. Après, Guillermo del Toro, il est sorti littéralement le même jour que Spider-Man
aux États-Unis. Tu vois, depuis la réouverture des salles, tous les il l'a envoyé au casse-pipe. Allez voir West Side Story, vous en sortirez bien heureux. Et donc en fait, juste dire, on peut reprocher qu'il y a trop de Marvel machin, n'empêche que les fans de Marvel font le taf. Et je les remercie pour ça. Donc. Moi, pour conclure, que vous ayez autre chose derrière en plus, c'est vrai qu'on compare souvent, il y a eu toutes les polémiques avec Scorsese et tout ça. Ouais. Et quand on voit ce Spider-Man par exemple, moi j'ai vraiment cette impression d'avoir passé un moment de distraction de très haut niveau. Je me suis vraiment, je suis sorti de la salle avec un sourire jusqu'aux oreilles. J'étais haute volée, de haute volée, de tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas du grand cinéma. Et donc quelque part, j'aurais presque envie maintenant de donner beaucoup plus mon vote à Scorsese dans ce débat, cette polémique qu'il peut y avoir, dans le sens où j'ai passé un très bon moment, mais c'est pas ce que j'appelle du grand cinéma. Mais les deux sont pas forcément incompatibles. Oui, on n'est pas obligé de choisir. De toute façon, c'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est que tu peux aller voir Spider-Man, trouver que c'est un super divertissement, être trop content, et après enchaîner, et j'en sais rien, aller voir West Side Story ou comme ça. Et heureusement, c'est le concept. On n'est pas obligé de cracher sur l'un pour aimer l'autre. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, les films Marvel, c'est essayer de donner la meilleure adaptation possible d'une BD à chaque fois, ou d'une histoire, d'un comics, etc. Pas forcément de faire du grand cinéma. Et on leur tape dessus là-dessus. Aussi, hein. Oui, non, mais bien évidemment, parce qu'il y a tout qui marche derrière. C'est comme tu pourrais dire la même chose pour Star Wars ou des grosses licences. Tu vas faire du merch derrière, tu vois. Mais le but, c'est quand même d'adapter des BD. C'est pas forcément de faire du grand cinéma. C'est là où il faut aussi mettre les choses à plat par rapport à ça. C'est comme ça qu'on termine ce débrief de Spider-Man No Way Home et on enchaîne tout de suite avec le journal des sorties, ça sort. Pas obligé. Il n'y a pas de buzzer, c'est pour ça. Ah oui. Et donc du coup, tu as tout ton temps, mon cher Johan. Tout à fait. Et tu commences par 5 incontournables. Tout à fait. Et on commence par une sortie cinéma, un film qui s'appelle 355, qui avait été teasé, souvenez-vous, au Festival de Cannes il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Il y a eu un gigantesque photocall avec... Il y a trop d'ans. Voilà. les plus grandes actrices du monde, à savoir Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger, Penelope Cruz, Fan Bingbing, qui sont donc réunies dans ce film, plutôt très beau casting. Donc ils jouent 5 femmes issues de différents organes de renseignement, donc espionnes, qui vont s'allier pour contrer une menace mondiale. Sur le papier et sur le casting, on dit pourquoi pas. Sauf que derrière la caméra, il y a Simon Kinberg. Je suis vraiment contente qu'il l'ait mis en avant sur l'affiche par le réalisateur de X-Men Dark Phoenix. Vraiment les gars, vous étiez obligés de le mettre. C'est comme moi, c'est écrit Dark Phoenix en tout petit sur l'affiche. C'est X-Men en gros. Alors que sur Alita, Robert Rodriguez, il n'avait même pas eu droit à dire par le réalisateur de quoi que ce soit. Ça avait été par les producteurs de machin. Dark Phoenix, dont j'ai vu les 10 premières minutes et les 10 dernières. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre. Vraiment, j'ai trouvé ça tellement nul. Voilà. J'allais dire, c'est un nouveau concept de projo un peu bizarre. Et donc est-ce que ça va donner quelque chose de bien? Parce qu'il y a quand même 5 super comédiennes, je ne sais pas. Bon, il y a déjà des films avec des très bonnes comédiennes qui sont nuls. Donc je pense que... Est-ce qu'on a envie de voir 355 Manix? Allez. C'est un allez. Ouais. J'espère. J'aime trop le cast, évidemment que je vais y aller, quoi. Mais bon, ça va être nul. Juliana. J'aime le cast, mais le réalisateur me terrifie. Donc pas dans le sens où il me fait peur, genre horrifique, mais vraiment, je pense que c'est pas terrible. Mais je ne parle pas d'un truc que je n'ai pas vu, donc j'aurai la curiosité. Johan. Curieux aussi. Mesdames, faites le taf, sauvez ce film. Moi, j'attendrai la sortie à la télé. Deuxième sortie. Puis on parlait d'une autre sortie cinéma. Alors, je ne sais pas si on dit licorice pizza ou licorice pizza. Ah, plutôt licorice, puisque c'est l'italien pour dire réglisse. C'est ça. Et c'est la pizza de réglisse, c'est le vinyle. Oui. C'est le disque vinyle. Voilà, pardon. Il y a donc Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, donc le réalisateur notamment de Magnolia ou de Phantom Thread dernièrement. L'histoire de deux adolescents qui grandissent, s'égarent et tombent amoureux dans la San Fernando Valley en 1973. Voilà. C'est tout. J'ai piqué. Alors moi j'ai appris un truc, c'est que l'un des acteurs phares de Paul Thomas Anderson, c'était Philip Seymour Hoffman. Et c'est le fils, donc. Et c'est le fils, du coup, puisque le papa est décédé, et je trouve que c'est une belle histoire, rien que ça. Selon nos collègues qui l'ont vu, le fils s'en sort très bien. Donc c'est une sorte de Breakfast Club moderne, et en même temps un peu, non? Connaissant le réel. Moi, je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air de jouer aussi sur les codes de la comédie romantique, mais à la Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire quand même avec un truc très décalé, très. Ouais, il y a une prise de distance. Il paraît que elle est formidable. Moi, c'est les échos que j'ai eus, c'est que le film,
pourrait reposer que sur elle, ça serait... Après, on sait que c'est un cinéma qui est un peu... Oui, c'est un je ne sais pas si on peut dire exigeant, mais en tout cas, c'est pas dans les codes forcément ultra grand public. Donc, Et Bradley Cooper avec une barbe. mais par exemple, Phantom Thread, c'était merveilleux pour les yeux et en même temps, ça pouvait ennuyer certaines personnes. Voilà, moi, je sais que Punch Drunk Love, j'étais pas trop rentré dedans, donc ça dépend vraiment. Est-ce que tu as envie de le voir Par contre, très curieux de le voir. Ouais. Curieux de le voir. Méga hypé, je pense que c'est ma plus grosse attente de l'année et elle arrive là. Donc... Ah oui, de l'année carrément. Ouais, je pense. Je sais pas. Trop dur. Un Paul Thomas Anderson, on dit pas non. Donc, on dit pas non. Je vais le dire non. Et on dit non de ce côté. Voilà. Maintenant, séance de rattrapage sur Prime Video. Oui, petit rattrapage parce que le film est dispo depuis 2 jours. C'est The Green Knight. Non, mais parce qu'il est sorti il y a un moment aux États-Unis. C'est vrai que beaucoup de gens espéraient voir en salle. Il n'a pas eu le droit à une sortie salle en France. Et en même temps, le film étant tellement pointu, ça peut se comprendre parce qu'on sait qu'il y a toute une économie pour sortir un film en salle. Bref, c'est donc une adaptation d'un des contes liés au Chevalier de la Table Ronde, à savoir l'histoire de Gauvin qui part sur les traces du Chevalier Vert. C'est un petit peu l'anti-Camelot. Voilà. Si on doit faire une espèce de ligne sur les adaptations du roi Arthur, c'est à l'autre bout de Camelot, c'est-à-dire que c'est très très beau, c'est très très loin, et il n'y a pas Sting. Il n'y a pas Sting, on peut dire ça, il n'y a pas beaucoup de vannes, mais c'est sublime visuellement et porté par Dev Patel notamment, et un Chevalier Vert très étonnant visuellement. Est-ce qu'on va prendre le temps du film pour le regarder chez soi sur Prime Video, Johan? Moi, je l'ai vu. D'accord. C'est loin, mais c'est loin, mais c'est beau. Mais c'est loin. C'est loin. Absolument. J'avais trouvé une version sous-titrée en anglais, mais vu que c'était assez exigeant en termes de langue, je m'étais dit que j'attendrais qu'il y ait des sous-titres français, donc je vais foncer. Ça marche. Vesper. J'ai entendu tellement d'éloges quand il est sorti l'an dernier que je suis très curieuse pour le coup. Alix. Ouais, go. Allez. Moi, c'est un grand oui. Toujours sur Prime Vidéo, décidément, beaucoup de sorties Prime. Je signale une petite anecdote, c'est que dans le film, il y a Joel Edgerton, qui joue un autre rôle que Gauvin, et il jouait Gauvin dans la version 2004 du Roi Arthur avec Clive Owen. Voilà, c'est une petite anecdote. D'accord. Les gens qui aiment bien repérer des trucs comme ça, les petites... que moi. Okay. Mais non. Toujours sur Amazon. Demain sort, a priori, un des meilleurs films, au moins du début d'année, si ce n'est de l'année, le nouveau film de George Clooney, qui s'appelle The Tender Bar et qui est donc adapté de l'autobiographie de l'écrivain et journaliste J.R. Moringer et qui raconte en fait son enfance dans un bar où, délaissé par son papa, il va beaucoup se rapprocher de son oncle qui va devenir une sorte un petit peu de père de substitution. Et les critiques américains qui ont vu le film disent que c'est le plus grand rôle de Ben Affleck et que le film fait hyper chaud au cœur. Voilà, donc, et Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, ça a l'air hyper chouette. Et puis George Clooney derrière la caméra, c'est jamais raté normalement. Est-ce qu'on a envie de le voir du coup? C'est un oh oui. Oh oui. Oh oui aussi. Oh oui aussi. Oh oui aussi. Oh oui. Allez. Voilà. Moi, c'est un oh oui aussi. Sur Netflix maintenant. Et pour terminer sur Netflix, ça sort vendredi. Ça s'appelle Mother Android. C'est donc avec un slash au milieu. C'est donc une lutte entre une future maman et des androïdes dans un monde où les androïdes ont pété un câble et sont déréglés un peu à la iRobot, révolte des robots. Les humains sont traqués et une jeune femme enceinte va tenter de sauver sa vie, traquée dans les bois par les androïdes et aidée par les quelques survivants humains qui restent sur place. Un peu fils de l'homme Ouais, un peu dans cette colorimétrie. Ouais. Voilà, et portée notamment par Chloé Grace Moretz, ancienne hit girl de Kick-Ass. Est-ce que ça donne envie, Johan? Morph. Je joue mon Morph. Juliana. Je peux pas être à fond sur tout, donc bof. Ok, c'est la virgule de repos. C'est ça, il n'y a plus le temps là. Ok. Pareil, il faudra faire des choix, hein, donc je crains que ce soit non. Et moi, il y aura des deuxièmes parties de soirée. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre qui sort en bref? En bref, au cinéma, il y a En attendant Bojangles avec Virginie Efira et Romain Duris, donc il y a du livre, donc. Oui, puis de portraits de femmes autour de la musique Mr. Bojangles de Nina Simone, donc avec un joli casting. Au cinéma également, un film qui s'appelle Rosie, que j'ai eu la chance de voir. J'ai pu rencontrer la réalisatrice qui s'appelle Marine Barneria. C'est donc un documentaire qu'elle a filmé elle-même. En fait, c'est une jeune femme à qui on a diagnostiqué une sclérose en plaques et qui a décidé, pour un peu affronter sa maladie et ce nouvel état et l'accepter, de partir toute seule à l'autre bout du monde et de traverser 3 pays pour un peu redécouvrir son corps, son âme et d'arriver à relier les deux. Et c'est hyper touchant. C'est un truc ultra positif, très inspirant en ce début d'année. Et elle est assez incroyable. Donc voilà, et avec que des images filmées par elle-même entre la Mongolie, la Thaïlande et la Birmanie, et la Nouvelle-Zélande. Très très chouette. Voilà, ça s'appelle Rosie.
Rosie. Sur Canal+, This Is Us saison 6 démarre demain, si demain nous sommes bien mercredi, tout à fait. Sur Canal+, série Gomorrah saison 5 vient de débuter. Sur Disney+, la saison 2 de Big Sky, si des gens regardent Big Sky, sur lequel il y a plutôt des bons échos. Big Sky. Voilà, série avec des enquêtes. Voilà, une fois que je dis avec des enquêtes. Ce fameux genre de série original. C'est original. Voilà, mais par le David E. Kelly qui avait fait Big Little Lies notamment. Ouais. D'accord. Ah oui, d'accord. Qui est pas un tâcheron. Ouais. Sur Netflix, il y a C'est que des Reclus. séries qui commencent par Big, du coup. Big oui, Sky, Big tout à Little Lies. Reclus, El Paramo, comme nous dit l'affiche. Film d'horreur hispanique dans lequel une famille isolée doit affronter une redoutable créature. Un peu l'impression de voir toujours les mêmes C'est original, ça aussi. les mêmes Hein. films hispaniques sur Netflix. Tiens donc. Ça me donne une idée de jeu. On dit un pitch comme ça, il faut trouver le plus de films qui y correspondent. C'est pas mal ça. Pas mal ça. C'est pas mal. Sur TF1 démarre demain The Undoing, si vous ne l'avez pas vu sur OCS, c'est donc la deuxième diffusion. 2 épisodes par soir avec 6 au total, donc ça vous fera 3 semaines. C'est porté par Nicole Kidman et Hugh Grant, et avec une thérapeute à succès qui découvre plein de secrets sur son mari. Et pour C'est aussi terminer... des séries où il y a des femmes qui découvrent plein de secrets sur leur mari, ça pourrait être un... Ouais, je pense qu'il y en a pas mal aussi. C'est Ouais. large. Tout à fait. Et pour terminer, en VOD, on termine par Marvel. Il y a la sortie de Shang-Chi, si vous ne l'avez pas vu ou si Et vous voulez. la légende des 10 anneaux. Merci Johan, ça me fait penser là, on n'a pas les buzzers, chers amis, pour pouvoir jouer. Donc le temps que vous puissiez nous les amener, il nous reste une dizaine de minutes. Je vous propose une petite question. Est-ce que vous avez vu un truc pendant ces vacances qui vous a particulièrement marqué ou sur lequel vous voudriez revenir ? Quoi, film ou série? Film, série, oui bien sûr. Non mais je m'en fous ton cousin, faut savoir s'il va bien, tu vois. Non, mais c'est pas comme... Oui, non, Enfin, mais- avec tout le respect que j'ai non, pour je ton voulais savoir si c'était que soit les films ou les séries dans ce cas-là, mais si c'est ouvert. film, série, ouais. Moi, j'ai regardé la saison 2 de Love Life, qui est disponible sur OCS Merci. et que j'ai trouvé très sympathique, que je vous invite à aller regarder. Je l'ai trouvé mieux que la une même. Love Life, c'est le truc avec les La première, elle est avec Anna Kendrick et la deuxième saison, je vais pas me souvenir du nom de l'acteur, mais qui jouait Chidi dans Oui, The Place, mais, dans le Good Place. mais- et c'est super, Ouais. c'est vraiment, donc ça dépeint, à chaque fois il y a un personnage par saison et ça dépeint plusieurs étapes de l'amour qu'il a pu rencontrer dans sa vie, que ce soit relations amoureuses, amies, etc. Et c'est une très belle série. Ça marche, Johan. Moi, j'ai petite, découvert Being the Ricardos, qui est sorti le fin décembre sur Amazon, et qui est donc un biopic sur Lucille Ball et son mari. Donc Lucille Ball, qui était, qui a beaucoup inspiré WandaVision et qui était l'héroïne, on va dire, du premier sitcom à succès aux US. Et c'était 60 millions de téléspectateurs par épisode, donc pour dire la portée du truc. Et en fait, c'est un portrait de ce couple à travers une semaine de tournage de la série, à un moment particulier où elle est accusée de communisme. Et c'est hyper intéressant. C'est par Aaron Sorkin. Ok, ah oui. Voilà, qui sait très 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 bien écrire les scénarios et c'est vachement bien. Très bien. Vesper. Je suis allée voir West Side Story avant d'aller voir Matrix. Et Ouais. effectivement, là, du coup, comme il y avait la petite pause, on n'a pas eu le temps et l'occasion d'en parler ici, et c'était incroyable. Et j'étais pourtant extrêmement sceptique, parce que je me suis demandé quel était l'intérêt de refaire un West Side Story en 2021, que Spielberg avait peut-être autre chose à faire, et en fait, non, il l'a fait de manière superbe, et c'était extraordinaire, et même quand on connaît déjà l'œuvre originale, un vrai plaisir, et ça ne vieillit pas, quoi. Donc, West Side Story, Nanix. Moi, deux petites séries pendant les vacances. The Witcher saison 2 Ouais. et Cobra Kai, surtout saison 2. Oui, Cobra Kai, j'ai pas vu. Et Cobra Kai. encore. Et alors, oui, t'as du dit coup, que- The Witcher saison 2, j'avais aimé la première saison, même s'il y avait beaucoup de défauts. J'ai eu du mal sur le début de la deuxième saison, et au final, j'ai bien aimé la fin. Par contre, Cobra Kai, ça reste toujours aussi excellent. Surtout la fin de la saison 4 est vraiment Pas pas de mal. spoil. Voilà. pas de spoil. Et je ne dirai rien. Très bien. Je vous invite à appuyer sur vos buzzers histoire de les activer. Voilà, donc Voilà, celui-là au revoir. c'est OK. Celui-là Je sais c'est qu'on va OK. perdre, parce qu'il y a... Je, Ouais, alors, mais c'est quoi le jeu? je rappelle que. Oui, bien sûr, merci. Je rappelle juste que quand vous buzzez, ça empêche l'autre de buzzer. Il fonctionne très bien. Jingle. Alors c'est simple, il a été beaucoup aimé ce jeu en fin d'année dernière. Donc c'est le retour des affiches de films faites par une IA. Ah oui, avec Tout le les monde n'y têtes, avait pas joué, donc c'est le moment. Une IA a tenté de reproduire des affiches de films grâce à la magie du machine learning. Elle apprend encore, donc soyez indulgents et indulgentes. Donc il faut me trouver les films, évidemment. Attention, première image, c'est parti. Quel film se cache derrière cette image ?
Nanix. Alien. Ce n'est pas Alien. C'est un truc, ça, c'est quoi ça? Je vais en faire des cauchemars cette nuit, ça c'est sûr. Alien versus Predator? Ah, c'est bon, je l'ai. Non. Non, pas Non, du c'est tout. Prometheus. Et c'est oui. Ah, ouais. C'était C'est la Prometheus. des ingénieurs et c'est écrit Prometheus. alors. Bien joué. Ah. Tout à fait. Et parce que donc elle pioche, genre on lui dit ingénieur, elle va chercher à quoi ça ressemble un ingénieur, donc elle machin. Ah, Et après, du coup, elle cherche Prometheus, donc enfin, voilà. D'accord, ah Elle ouais, fait un waouh. amalgame de tout ce qu'elle comprend et elle le D'accord. retransmet en images, Ok, qui est waouh. en vidéo. Deuxième film J'ai- à trouver. Un seul point. Un point. L'arme fatale. Alors ce n'est pas l'arme fatale. Si, c'est l'arme fatale, pardon. Excusez-moi. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, C'est mais mes Dégustin. cases font 20 mètres de haut et j'y vois rien sur mon runner. Mais c'était bien l'arme fatale, donc un point. Image numéro Ça me fait 3. très peur. J'ai l'impression d'être dans la matrice avec Ouais, le jeu, non, là. mais c'est. Image numéro 3, c'est parti. Johan. Master and Commander? Master and Commander, c'est une bonne réponse. Ça aurait pu être 480. Non, Christophe Colomb. Ça pouvait, mais non. Master and Commander. Elle mixe la vraie affiche. J'ai cru voir du C'est parlement. Elle essaie aussi de refaire des choses comme ça. Question numéro 4. T'as pas fait de bruit ton truc. Attends. T'as appuyé, t'as pas appuyé. Attends, je sais pas. J'allais tenter Shutter Island, mais pas Ce n'est pas Shutter Island. Oui. Qu'est-ce Ouais, jusque-là. Attends, non, tu veux tenter? Non, non non, non, vas-y. Dick Henneck. Ce n'est pas Dick Henneck. Qui est en bas, Dick Henneck. Non, pas marqué Dick Henneck. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce Fort Boyard. Dunkerque? Dunkerque est une bonne Ouais. réponse. Dick Henneck, Dunkerque. On dirait qu'il y a un énorme paquebot. Tu me l'as peut-être Ouais. suggéré, peut-être. Eh ouais, il y a un gros bateau, parce que On dirait une version de Dunkerque avec un énorme paquebot, je pense qu'il y a moins d'intensité quand même. mais peut-être qu'il, tu vois, Léa se dit, ah là, c'est un port, donc il y a des bateaux, tout ça. Tu vois, je Ah sais pas ouais, comment ouais. elle. Incroyable. Ah ouais, Ah oui, waouh. Et d'ailleurs là, on risque de s'amuser. Film numéro 5. Moulin Rouge. Moulin Rouge, Ouais. bonne réponse. Ah, pardon, bien joué. Esprit de C'était compétition qui c'était revient. facile. J'ai vraiment envie de gagner à côté de moi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vous avez tenté le média? Parce qu'il aurait pu mettre des petites photos interdites sur, Ouais. sur Twitch, hein, Moulin Rouge. Non, on vérifie tout. Ah, On vérifie bien, tout. ouais. Paul vérifie tout. Question numéro 6. L'exorciste. L'exorciste, bonne réponse. J'ai- Bah oui, ouais. oui. La croix. Vache, bien joué. L'éclairage, Ouais. tout ça. Et ouais. Et 4 pour l'équipe Nanix et Vesper et 2 pour Voilà. Johan et Vous Julie. voyez, il faut croire. Non, mais c'est- lui, il est chaud Non, mais aujourd'hui. là, hein, c'est du bluff, franchement. il y aura un rattrapage, forcément. Question numéro 7. What the Ah ouais, Je l'ai. Alita. c'est Alita. Ah ouais, ok. Ouais, quand on le voit Oh, apparaître, il Il y est a peur. Attila au milieu, mais. Ouais. ouais, il est fatigué, Haïti en haut. hein. Ah, le Ouais. premier tiers est horrible. hein. Attention, vidéo numéro 8. Ah ouais. J'aime bien cette petite musique. Ah, moi, j'allais dire, je ne peux plus l'avoir en peinture. hein. Oh non, c'est dégueulasse. Indiana Jones. Indiana oui. Jones, Mais- bonne oui, réponse. mais lequel? Non, c'était juste Indiana Jones. Ah, Il en reste Non, il 2. y a la casquette de 2001 là, non? Ouais, c'était même. Il y avait 2001 quasiment. ouais. Ouais. Il reste 2 questions, donc vous pouvez finir à égalité. Oh. Numéro 9. Oh, Dieu. Gatsby? Ce n'est pas Gatsby. Attends. Elle peut pas rebouger plus au cas où. Alors, à un moment, elle s'arrête. hein. De toute façon, c'est une vidéo, donc. Je crois pas l'avoir vu sur le chat encore. Attention, Attends, Je tente. Vas-y. je tente un truc. La cité des enfants perdus. c'est non.
Tenter Harry Potter, mais c'est pas Ce n'est pas Harry Potter. Ça aurait pu, on dirait une petite Attention. baguette. Une baguette en bas à droite. Dernière réponse. Le Prestige. Ce n'est pas le Prestige, c'était Hugo Cabret. Oh, je sais qu'il y a un moment, c'est purée. Scorsese en plus qu'on Ouais. C'est Scorsese qu'on voit, tout à fait. Mais Ah bah oui, Ça fait- c'est Alors, c'est tellement pas- Et donc c'est génial. Qu'est-ce que j'ai pris pour une baguette alors 4-4, ça veut dire qu'on va avoir un vainqueur ce soir. Ah, parce que là, je pense que vous allez le trouver. Dernière vidéo, s'il vous Oula. plaît. 300. 300 est une bonne réponse. Bravo. Bonne réponse. 5-4. C'était Je te l'avais dit ou pas c'est injuste. Hein, la vie Ouais, est mais injuste. c'était pas de beaucoup. Mais C'est non. vrai, C'est vrai. non, c'était beau. C'est ce qui C'était compte, beau. c'est de toute façon, c'est de participer. Merci beaucoup d'avoir participé, Darius. Quel plaisir. Merci beaucoup, Vesper, d'avoir été avec nous pour ce Mais double merci débrief. à vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Vesper Sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, tout ça, en attendant de reprendre Twitch, maintenant que j'ai un peu plus le temps. Johan, on se voit la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Julie, à très bientôt aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, avec plaisir. La reprise pour le podcast Bientôt. Bientôt. Non, pas cette semaine, la suivante, il me semble. Voilà. Ça Vous pourrez marche. écouter notre épisode de Noël sur Hook, le meilleur film de la Terre. sur Hook, si vous voulez voir 2 heures de perdu est dispo. Et je remercie bien sûr toutes celles et ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission derrière la caméra. En attendant, et merci à Paul pour l'écriture aussi, David pour les jeux. Ce soir c'est le React avec Gigi Exari, mais tout de suite c'est le Before puis le récap. Bonne fin de journée sur le stream.